Bonjour ou bonsoir à tous pour ce nouveau podcast, ce Critflix totalement en audio, plus de vidéos, et on se retrouve maintenant sur Spotify, sur Podcast Addict, sur Apple Music ou encore sur YouTube avec, on va dire, à peu près de la vidéo puisque vous avez de toute façon un fond de vidéo, mais vous n'avez plus nos têtes en grand sur votre écran. On parle toujours cinéma, on parle toujours streaming, et cette semaine je suis de nouveau accompagné par Alice in Movieland. Comment vas-tu, Alice ? Ça va très bien. Toujours sur Instagram ? Toujours. Ça n'a pas bougé. J'ai vu que tu avais sorti un nouvel article sur Délicieux. Oui. Et ensuite on sera accompagné par le grand Comic Seater qui est de retour. Comment vas-tu ? Bonsoir, très très bien. Je suis pas très grand en réalité, mais c'est gentil. C'est grand dans l'âme, bien sûr. Ah là, oui, dans ce cas-là, d'accord. Cette semaine, on a réuni un trio qui va plutôt bien fonctionner puisqu'on va vous parler de films d'horreur. Et étant donné que Alice et moi, on n'est pas très très calés sur ce genre-là, mais que Comic Seater, lui, en fait un de ses genres préférés, on va pouvoir en discuter et créer un espèce de petit trio qui va parler de son expérience face à ce genre, on va dire, assez peu commun et parfois pas très apprécié, qui a forcément son succès dans cette période puisqu'on est aux alentours d'Halloween si vous écoutez le podcast dès sa sortie. Et ben écoutez, je vous propose qu'on aille directement vers les news, et ce ne sont pas des news d'horreur cette fois-ci, puisqu'on va commencer avec Disney et son nouveau film Buzz l'éclair. Alors c'est dirigé par les studios Pixar qui avaient réalisé à l'époque Toy Story, et c'est toujours produit par Disney, et ce film nous contera l'histoire de l'homme derrière le jouet, le background de ce personnage fictif inventé par le film Toy Story. J'ai trouvé que la DA était plus sombre que d'habitude et que le film était très porté science-fiction, à l'inverse de Toy Story qui lui était très ancré dans la réalité puisque finalement ce ne sont que des jouets. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi j'ai beaucoup apprécié ce changement de direction artistique et ce côté un petit peu plus mature de chez Pixar. Est-ce que vous, ce film vous tente ou pas du tout ? On va commencer par toi, Alice. Alors, il me tente pas du tout. Ah, il te tente pas du tout. Voilà. Pas du tout. Dans le sens où, pour moi, voilà, Buzz, Woody étaient des jouets, ça s'ancrait, comme tu l'as dit, dans la réalité. Je vois pas, après ces 4 films, l'intérêt de faire un espèce de background sur un personnage, enfin ce genre de personnage, alors que c'est réel, et là on part sur une histoire qui est fictive. Enfin, ce sont des personnages, donc ouais, c'est ancré dans la vie, et on lui donne une histoire fictive, comme c'est décrit en fait, que le jouet est tiré donc des dessins animés. Non, encore une fois, on tire sur cette corde, on sait que ça fonctionne. Buzz, enfin voilà, Toy Story, c'est quand même leur plus gros succès en tant que film d'animation, puisqu'ils en ont fait quand même 4, alors que pour moi le 3 il s'arrêtait, ça suffisait à eux-mêmes. Faire un 4, bon, il est pas mal, mais déjà, je me suis dit, quel intérêt. Ouais, donc non, franchement, Buzz l'éclair, pas du tout calé. Après, mes neveux qui sont à l'âge de voir encore des films d'animation, s'ils veulent aller le voir, j'irai avec eux. Mais moi, toute seule, franchement, ça me tente pas du tout. Et toi, Comic Seater, du coup ? Alors, je suis d'accord avec Alice sur le fait que la licence, pour moi, elle se terminait très bien avec le 3e épisode, que je trouvais vraiment très 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 bon. Et le 4 a des qualités, mais je l'ai vraiment pas tellement apprécié parce que je trouvais que ça gâchait et ça annulait toute la fin du 3, qui était vraiment exceptionnelle en termes d'émotion. Et là, avec le 4, ils réussissent encore à donner une fin un petit peu différente. Donc, faire une suite, pour moi, c'est pas une bonne idée. Donc, finalement, ce spin-off, entre guillemets, m'intéresse. Après, voilà, j'en attends pas non plus grand-chose. Je suis plutôt curieux, notamment au niveau de la photographie et de la direction artistique, que je trouve plutôt sympathique. On change un petit peu de l'ambiance habituelle de Pixar. J'aime beaucoup les plans qui ont été montrés dans les quelques images de la bande-annonce. À voir au niveau du scénario ce que ça va raconter, puisque pour l'instant, tant mieux, hein, on n'en sait pas grand-chose. Ça se base sur un astronaute qui va aller dans l'espace, il va découvrir des choses. Est-ce que le lore, on va dire l'univers déjà présent de Buzz sera dedans, puisqu'il y a une série d'animations Buzz l'éclair, avec des alliés, d'autres membres de Space Command, je crois que ça s'appelle, sachant que c'est le personnage qui est inspiré, donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc
assez curieux de voir ce que va proposer Pixar, sachant que je suis quelqu'un qui s'éloigne de plus en plus de Pixar. J'ai beaucoup de mal avec Pixar qui ressasse, qui réutilise ses licences et ses mécaniques. Moi, j'ai pas beaucoup apprécié Saul, même s'il a des grandes qualités visuelles. Je suis pas fan non plus des derniers. Donc voilà, si ça peut donner un nouvel élan, de partir sur des spin-offs de personnages un peu plus ancrés dans la réalité. J'ai vu passer sur Twitter quelqu'un qui parlait d'une version aussi, pourquoi pas faire un western sur Woody. Je suis totalement partant d'un western, un vrai western par Pixar en animation avec le personnage de Woody. Donc pourquoi pas. Et bon, on espère que le film fera le buzz du coup. Voilà, allez, c'est fait. Merci pour votre avis. Moi, le film m'intéresse. Je pense que j'irai le voir par curiosité. Je vais rester curieux, on va dire, sans forcément le mettre sur le côté. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué de savoir est-ce que c'est... En fait, ils tentent d'expliquer que c'est un homme qui a inspiré le jouet. Or, ça a l'air d'être plutôt science-fiction. Mais les jouets de Buzz l'éclair ont l'air d'être plutôt ancrés dans une aventure contemporaine. Donc c'est assez particulier quand même de se placer sur un personnage qui, diégétiquement parlant, ou c'est dur à dire ça, n'est finalement pas fictif en fait dans l'histoire de Toy Story. Donc voilà, on verra ce que ça donne et si c'est pas trop compliqué d'essayer comment dire, de placer le personnage quelque part dans toute cette diégèse de Toy Story. On va passer à la news suivante et on va parler de Netflix. Netflix qui veut proposer un festival de ses films en salle. Alors, des groupes de cinéma seraient en pourparlers, et voilà, je vous ai noté en pourparlers, mais finalement ça a été accepté maintenant, pour prêter leurs services et leurs salles à la plateforme le temps de quelques jours pour diffuser de façon payante des films un petit peu plus indés de la plateforme. Donc ça se passera à Lyon sur quelques jours, et il faudra payer pour aller voir les films, qu'on ait un abonnement Netflix ou pas. Une dizaine de films apparemment proposés comme le dernier Jane Campion, qui seront proposés sur grand écran. Alors forcément, la plupart des acteurs du cinéma français se sont insurgés de cette nouvelle, et la FNCF forcément amène les exploitants à réfléchir aux conséquences de leurs actes. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous avouer que je suis, moi, passé d'un son de cloche à l'autre moi-même, puisque, en fait, j'étais au début complètement en colère, en me disant c'est pas normal que Netflix puisse venir en salle. Et je vais vous avouer que j'ai un gros souci avec les 15-25 ans pour l'instant. Les 15-25 ans ne viennent plus en salle. Et je me dis que finalement, est-ce que si Netflix arrive à attirer les jeunes en salle, ça peut pas être une bonne occasion pour les cinémas de récupérer une tranche d'âge qu'ils n'arrivent plus à avoir dans les salles obscures? Voilà, alors je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Comme Excitor, on va commencer par toi cette fois-ci. Dis-moi ce que tu en penses de ce festival Netflix. Moi, j'ai un peu suivi ce qui se disait, l'affaire. Je trouve que ça a fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose, puisque on parle quand même d'un festival qui devait être présent dans seulement quelques salles, une dizaine de salles. C'est vraiment anecdotique. Et tout le monde s'est soulevé en mode oui, Netflix dans les salles, alors que ça concerne que des petites salles. Et finalement, ça aurait pu remplacer une séance d'autre chose. Et au final, du coup, ça va être seulement la Cinémathèque, je crois. Il va y avoir deux salles, je crois, voire une seule qui va participer. Et je trouve ça dommage parce que les petites salles, effectivement, dans lesquelles sont diffusés les films ARSC, ont déjà peu de séances, peu de visibilité. Et le fait de voir arriver une séance Netflix peut déranger, je peux comprendre. Mais les films, en plus, qui sont censés être projetés, ne sont pas des films on va dire des blockbusters ou des films grand public, sont des films d'auteur. Je rappelle que quand même sur Netflix, qu'on aime ou pas, il y a quand même Scorsese, il y a quand même Fincher, il y a quand même des grands réalisateurs qui sont pas des gens que généralement les cinéphiles et les gens qui aiment les films d'art et essai détestent. Donc moi je trouve que si c'était partout dans toutes les salles, et je pourrais comprendre à la rigueur, même si moi ça me dérange pas plus que ça, il faut accepter l'idée que Netflix est un, Un un acteur? organisme, un acteur du cinéma qui crée. Alors après, ce qu'il crée, est-ce que c'est bien ou pas, ça c'est une autre histoire, hein. On est libre de décider. Moi, je suis pas très fan de leur création, même si de temps en temps, il y a des petites perles qui sortent, mais par rapport à tout ce qu'ils font, généralement, c'est pas super. Et mais en même temps, au cinéma non plus, c'est pas super. Donc voilà, je suis assez mitigé sur la question. Mais dans l'état là où ça concerne que quelques salles et pour seulement quelques films dans l'occasion d'un festival, dans le cadre d'un festival,
je vois pas pourquoi tout le monde s'est insurgé comme si l'envahisseur Netflix allait booter les films hors des salles pour prendre leur place, hein, personnellement. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. La seule petite problématique, en fait, c'est que... Alors après, c'est toujours pareil, on peut voir les choses de deux façons différentes, mais certains des films, en fait, et la plupart d'ailleurs des films qui vont être proposés, sont des films qui ont été rachetés par Netflix, qui auraient dû sortir au cinéma en temps de pandémie, et que Netflix a racheté à très bas prix, pour pouvoir permettre à certains distributeurs de pouvoir survivre en fait pendant la pandémie. Et c'est vrai que du coup ils profitent de l'occasion pour les rediffuser au cinéma sans que le distributeur puisse y toucher quoi que ce soit, puisque les droits reviennent maintenant à Netflix. Donc c'est vrai que je pense que certains distributeurs l'ont un petit peu mauvaise en se disant mince, j'ai vendu un film à Netflix et maintenant il en profite pour gagner de l'argent dessus directement dans les salles de cinéma. Donc c'est vrai que ça peut à mon avis, mettre en colère certains, mais je pense comme toi qu'il faut réfléchir un petit peu et se dire que maintenant, de toute façon, c'est dans le paysage et qu'il faut faire avec, quoi. Après, je comprends les distributeurs, les petits distributeurs qui se sentent lésés dans l'histoire, puisque moi je parle d'un point de vue spectateur et d'un point de vue global. Mais après, si j'étais un petit distributeur, forcément que je voudrais protéger mon gagne-pain et que je serais dérangé par cette décision de Netflix de vouloir faire un festival et projeter leurs films. Après, d'un point de vue spectateur, il y a des films de Netflix qui perdent de l'impact justement parce qu'ils ne sont pas diffusés sur grand écran. Donc sans en faire quelque chose de régulier, avoir juste un festival et diffuser des films Netflix qui le méritent, donc des grands films, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Et toi, Alice, Et accueillir, comme Ah, tu le disais, un public plus jeune. Pour terminer, tu parlais des jeunes des 15-25 ans, je crois. Ça peut être aussi quelque chose, le logo Netflix, peut-être pour les jeunes, je m'en rends pas compte, hein, mais c'est un gage de qualité, entre guillemets, pour eux, ça pourrait les attirer. Voilà, j'ai terminé. Et toi, Alice, du coup? Alors, moi, je suis mitigée dans le sens du mot festival. Effectivement, moi, je suis pas d'accord que Netflix fasse un festival. Par contre, que Netflix projette ses productions en salle, oui. Je sais que, par exemple, Irishman et Marriage Story ont été projetés dans des salles, alors qu'ils ne sont pas en France, dans d'autres pays. Je comprends pas pourquoi nous on le fait pas. Bon, il y a encore toutes ces lois et tout. Bon, chronologie des médias, bon, blablabla. Mais je trouve que c'est dommage. Alors, et qui parle de projeter, alors uniquement des films indépendants, bon, pour un peu se faire, j'ai l'impression un peu se faire mousser. Mais moi, le problème que j'ai encore avec ça, c'est qu'il y a des films indépendants, mais qui sont quasiment pas projetés. C'est-à-dire que cet après-midi, alors c'est pas un film indépendant, mais par exemple The French Dispatch, j'ai eu énormément de mal à aller le voir. C'est-à-dire que moi je vis quasi dans le Var et il n'est projeté que dans les Bouches-du-Rhône par exemple, et dans 2 salles à Marseille, alors que ça en compte une bonne vingtaine. Il y avait le film Respect aussi sur la vie de, comment elle s'appelle celle-là? Oh, putain. Aretha Franklin. Aretha Franklin. Voilà, sur la vie de Aretha Franklin. Pareil, il est resté que quelques semaines. Alors, moi, je suis un peu mitigée. En fait, moi, le mot festival me dérange. Voilà, c'est plus ça que je retiens, c'est que le mot festival me dérange. Alors, que ça fasse venir des gens, oui, je pense que du moment où ça sera estampillé Netflix, les jeunes viendront si on met en salle sans que ça soit un festival. Voilà, les, euh, les cinémas qui proposeront des films Netflix verront, à mon avis, cette tranche d'âge venir. Donc ouais, je suis assez mitigée. Moi déjà, il ferait mieux, enfin certains cinémas feraient mieux de distribuer des films indépendants plutôt que d'aller les récupérer chez Netflix, quoi. Voilà. Par rapport justement à The French Dispatch, effectivement, il y a un gros souci qui est lié au nombre de copies et à la distribution des films, puisque les films n'ont pas les mêmes copies, qui fait que, on va dire que les deux grosses sorties du moment, qui sont The French Dispatch et Last Night in Soho, le dernier Edgar Wright, vont être partagées dans les salles, ce qui fait que moi, par exemple, j'ai The French Dispatch, mais je n'ai pas The Last Night in Soho, et je l'aurai pas non plus la semaine prochaine, donc je ne sais même pas quand il y sera, alors que j'ai quand même une grosse salle de cinéma, un gros complexe. Mais par contre, j'ai eu The French Dispatch, et dans d'autres endroits, c'est l'inverse. Il y a The Last Night in Soho, et il n'y a pas The French Dispatch, et il y a aussi les salles où il y a ni l'un ni l'autre, parce que les copies sont limitées, et que à côté de ça, vous allez avoir les films Gaumont Pathé, pour par exemple les centres qui ont des nombres de copies astronomiques, Venom, tous les gros films, eux, ils ont des milliers de copies, et à côté de ça, on a des films qui ont une centaine de copies seulement en salle, et qui du coup vont être très difficiles
à voir, sachant qu'il y a énormément de films qui sortent depuis le Covid, donc c'est d'autant plus compliqué. Il faut bien comprendre que c'est les distributeurs qui décident du nombre de copies et pas les cinémas. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si ça se trouve, on va dire 70% des cinémas en France ont demandé The French Dispatch et Last Night in Soho. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de copies pour tout le monde. Et forcément, ils ont envoyé ça dans les salles qui avaient le plus haut potentiel pour ces films-là. Et on se retrouve forcément bloqué en attendant que certaines copies se libèrent. Et certaines copies vont se libérer trop tard. Ce sera trop tard pour diffuser le film. Il aura fini son moment de buzz, on va dire. Et du coup, on ne le verra jamais dans certaines salles. Mais après, voilà, tu disais que les pâtés Gaumont, c'était une grosse partie. Ben moi, j'ai aucun pâté sur Marseille qui a The French Dispatch. Aucun. C'est vraiment 2 petits cinémas indépendants. Donc, enfin voilà. Après, pour revenir au sujet, voilà, moi, je finirai à dire que le mot festival, Netflix me dérange. Le mot festival. Après que il diffuse en salle, franchement, moi, j'aurais adoré voir Irishman en salle. Je pense que j'aurais plus apprécié que de le voir sur mon canapé où je l'ai vu en 3 fois, quoi, parce que long, parce que j'étais pas dedans, alors qu'il y a d'autres films qui durent 3 heures où franchement j'ai pas décroché. Donc Ouais, je suis peut-être d'accord. en salle je l'aurais plus apprécié. Et pareil pour Marriage Story, j'ai adoré ce film, mais je pense que le voir au cinéma ça rajoute une plus-value, quoi. Voilà. Est-ce que finalement ça va pas aider, après on terminera là-dessus, est-ce que ça va pas aider encore une fois le jeune public à comprendre en fait qu'un film peut être apprécié de façon complètement différente dans une salle de cinéma ou devant la télé ou sur son téléphone, voilà. Et moi je remarque qu'il y a des jeunes qui viennent pour la première fois au cinéma alors qu'ils ont je sais pas 13 ou 14 ans parce qu'en fait Netflix existe maintenant depuis presque 10 ans en fait en France. Ouais. Et on n'a pas enfin les parents n'ont pas forcément eu l'occasion de les amener au cinéma quand ils étaient petits, et maintenant que Netflix existe, c'est la facilité. Oui, voilà, après je pense que c'est l'éducation qui fait que, hein. On en parlait en off nous tout à l'heure, disant que nos parents ils nous amenaient au cinéma. Donc après, et je vois mes neveux qui ont pardon, je vois mes neveux qui ont 16 et 13 ans, ils vont jamais au cinéma. La dernière fois que j'ai amené moi mon neveu, il avait 10 ans et c'était pour aller voir Coco, le Pixar. Et ça remonte. Donc et c'est sa facilité, c'est se dire ah non il faut sortir, il faut payer la place, bah qui ouais, maintenant je trouve ça devient cher quand même. Il faut payer la place, il faut payer le popcorn, il faut payer la boisson. Enfin ça fait un budget. Donc la famille on va dire modèle, papa, maman et les 2 gamins, ça fait la sortie oui du mois, mais bon. Donc que Netflix mette ses films en salle, oui ça serait bien, ça attirerait une autre tranche d'âge, ça serait pas mal, ça serait même très bien. On verra ce que ça donne. De toute façon, on aura les retours de la salle, l'âge du public, ainsi comment dire, que la réitération peut-être de Netflix de faire ça tous les ans. Peut-être effectivement en appelant pas ça un festival, mais peut-être un florilège ou une session Netflix peut-être, ou voilà, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que un festival c'est peut-être un petit peu exagéré, je suis d'accord. On va passer à la news d'après et on va parler du grand Brandon Fraser qui est de retour, l'acteur iconique des années 90 qu'on connaît pour son rôle de Rick O'Connell dans La Momie. Voilà, je sais pas si vous avez tous vu La Momie, j'espère que oui. Il est revenu il y a quelques temps dans la série DC déjantée Doom Patrol que vous avez peut-être pu voir si vous avez téléchargé illégalement la série. Non, en plus elle est sur OCS je crois. Donc voilà. Ouais, on pouvait la voir, je sais plus sur Ouais. quoi. Ça devait être OCS parce que j'ai pas pu la voir, donc c'est pas Disney. Non, je crois que C'est c'est ni ouais, Disney, ni Prime, ni c'est ça. Netflix, c'est autre C'est chose. ça, Je l'ai pas vu exactement. du coup. Mais en fait, on avait un aperçu du personnage dans la série DC Titans qui était disponible, elle, sur Netflix, où justement, pour annoncer le spin-off, on avait accès à la Doom Patrol. Là n'est pas le sujet, il a annoncé qu'il était au casting du prochain Darren Aronofsky, qui s'appellera Whale, et surtout, qui sera à l'affiche du prochain Scorsese aussi, qui s'appelle The Killer of the Flower Moon, c'est ça? Oui, Je crois. c'est ça. C'est Oui, ça. il me semble, Voilà. c'est ça. Donc deux gros réalisateurs, et alors la news se terminera bien entendu par son apparition en tant que grand big bad de Batgirl en 2023. Il sera Firefly, le premier méchant de l'héroïne, voilà, avec des ailes de chauve-souris.
Ça me fait vraiment plaisir de le revoir, cet acteur, et je pense que ça fait plaisir à tout Internet parce que ça faisait un moment qu'on l'attendait et qu'il était un petit peu dans son coin, qu'il n'arrivait pas trop à faire redécoller sa carrière. Et là, c'est quand même des gros noms qui l'ont fait revenir. Donc voilà, j'espère qu'il sera à la hauteur des attentes des gens. Et voilà, en tout cas, ça fait toujours plaisir de voir un acteur revenir comme ça, un acteur de notre enfance qui revient un petit peu sur le devant de la scène. Ça fait plutôt plaisir. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, si ça a marqué autant votre adolescence, enfance que moi, mais j'ai trouvé ça plutôt cool. Alice, qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, effectivement, moi, ça me fait plaisir de le revoir. Je l'avais adoré forcément dans La Momie. Ça faisait partie un peu de mes crushs quand j'étais gamine. De me dire, oh là là, trop bien. En plus, c'était un peu en mode Indiana Jones. Enfin, c'était un peu l'Indiana Jones de mon époque au final. Donc, ouais, le coup de la momie et tout. Ah, j'adorais. En plus, c'était trop beau dedans. Je fais, oh, mais moi aussi, je vais aller déterrer. Donc, ouais. Et après, en fait, j'ai eu le contre-coup quand j'ai vu les Looney Tunes passer à l'action. J'ai fait, Ah oui, ouais. Ouais, ça a oh été un peu la fin, mais là, ouais. pourquoi tu as fait ça? Mais non. Et il est sorti 4 ans après, donc moi c'était la période, enfin, il est non, 2 ans après le retour de la momie. Et donc tu vois ça, tu fais, mais pourquoi? Pourquoi? C'est un peu comme, bon ça je pense pas que ça lui arrivera, mais un peu comme Tom Hardy. C'est-à-dire qu'il fait des bons films, bon acteur, et puis d'un coup on le voit dans Venom. Je me dis, mais t'as fait? T'as Ouais. perdu un pari, c'est pas possible. Donc, C'est les choix de donc je le vois carrière, quoi. là-dedans. Ouais, enfin, je sais pas qu'il a signé comme contrat, pas contrat. Enfin bon, moi je prends Tom Hardy, je raye les deux Venom Tu et prends Tom Hardy, ça eh ben dis finit bon les deux. donc. On va y aller doucement, Ouais, par contre, pendant l'émission. Je il y sais a qu'il n'y a du pas de titre là. vidéo, mais... Ouais, non, Tom Hardy, oh mon dieu. Mais oui, oh là là. Mais pour en revenir, ouais, après, donc il fait Voyage au centre de la Terre. Enfin, après, il fait un peu des films très ado, alors que bon, il avait un peu ce côté un peu bad boy et tout dans La Momie, donc c'est vrai que j'ai pas trop compris. Et j'ai complètement lâché. Après, j'ai fait bon, ben, c'est bon. Puis après, j'ai vu Georges de la Jungle. Bon, alors là, c'est bon, ça l'a enterré, quoi, le truc. Donc, ouais, j'ai complètement lâché l'acteur. Et puis, bon, ben, après qu'il revienne, et franchement, en plus, dans Darren Aronofsky, un réalisateur que j'adore, ben, alors là, ouais, pour le coup, je vais courir aller le voir, quoi. Et dans Steven Soderbergh aussi, il va faire. Ah oui, il a un Soderbergh aussi? Voilà. Donc, c'est bien. En 2 ans, il fait 3 réals différents et des bons en plus. C'est ça. Et toi, Comic Eater, Je du suis coup? contente pour lui. Bah moi c'est quelqu'un que j'ai très peu vu effectivement parce que comme vous l'avez dit dans les 3 épisodes même de la momie, Ouais. dans Georges de la Jungle, dans les Looney Tunes effectivement, qui est un film qui a pas mal de défauts mais qui pour moi reste quand même l'une des meilleures intégrations en termes de Looney Tunes justement. L'intégration, le mélange entre le réel et les toons on pourrait dire, les effets T'avais C'est spéciaux. vrai pas que aimé ce que c'était j'ai bien fait. C'était bien fait. Si, j'ai bien aimé, mais je trouve que c'est celui qui avait la meilleure intégration D'accord. du concept. Je suis Là d'accord avec où, toi, ouais. par exemple, récemment, on a eu Tom et Jerry où ils ont fait le mélange réel et dessin, on pourrait dire, et ça allait pas du tout. Les personnages Tom et Jerry, on a l'impression qu'on avait collé un calque dessus, alors que pour l'époque, je trouvais que dans les Looney Tunes Passe à l'action, c'était vraiment bien fait. Ça vaut pas Roger Rabbit évidemment, mais il y avait quand même quelque chose de propre dans la technique, hein. Après, le film a beaucoup de défauts effectivement là-dessus, et il me fait beaucoup penser cet acteur-là finalement avant l'heure à ce qu'est aujourd'hui The Rock. Ce côté un peu quelqu'un de souriant, quelqu'un qui Ouais. joue dans des films où c'est le personnage un peu badass mais en même temps comique, qui est toujours tranquille, c'est jamais dramatique, même si oui, il y a quelques films dramatiques aussi dans lesquels a joué The Rock, mais il y a un peu ce côté-là que je retrouve et qui fait que je l'apprécie à l'époque et que j'apprécie aujourd'hui The Rock dans le même délire. Après, à voir ce que ça va donner aujourd'hui, parce que il n'a pas le même âge, il n'a pas le même physique, il va pas jouer dans les mêmes types de films, hein, il suffit de voir les réalisateurs pour lesquels il va jouer. Donc moi, je trouve ça très bien pour lui déjà, et intéressant d'avoir entre guillemets une nouvelle tête, même si c'est quelqu'un qu'on connaît finalement, mais d'avoir une nouvelle tête pour jouer des rôles peut-être de personnages avec un peu plus d'âge, avec des personnages qui sont habituellement joués par peut-être des De Niro, des Sean Penn, etc., qui aujourd'hui arrivent quand même en bout de course, hein. Moi, Ils ont Irishman, fait des j'ai vies, pas hein, c'est trop sûr. aimé parce que j'adore hein, Robert De Niro, c'est un de mes acteurs préférés, mais là, quand je les vois dans Irishman, les acteurs, je suis en mode, les gars, il faut arrêter. Au bout d'un moment, vous pouvez plus. Ça tient plus la route. Enfin, ouais, il a l'air d'être content de revenir un petit peu, donc franchement, ça peut être vraiment
vraiment sympa de l'avoir sur les écrans. Après, on va peut-être être déçu parce qu'il a peut-être perdu son acting talent entre temps, mais dans tous les cas, voilà, c'était une petite news sympathique qui apporte un peu le sourire. Ouais. Et puis on va finir par une news express parce que celle-là on va la passer en 2-2. C'était à peu près prévu quand même, mais la Warner a bien annoncé qu'on aura un Dune numéro 2, un chapter 2 comme ils disent, puisque en octobre 2023 on aura l'occasion de revoir les aventures de la planète au sable mouvant et au grand ver géant. Puisqu'il a fait des chiffres suffisamment intéressants pour la production de chez Warner pour pouvoir relancer un deuxième épisode. Donc c'est Denis Villeneuve qui doit être content puisqu'il a annoncé qu'il allait enfin pouvoir faire du cinéma. Ce qui veut dire que le premier opus n'en était pas un, ou n'en était pas plutôt. Donc voilà, on est content de le savoir. Ouais, non mais c'est bien. Il a adoré, il a adoré faire ce film apparemment. Voilà, donc bon bah c'était une grosse intro, hein, la partie 1, on le savait, mais on a quand même pris du plaisir à la regarder, donc c'est dommage que lui n'ait pas plus pris du plaisir à la faire. Mais voilà, bon en tout cas on aura une partie 2 en 2023, donc on n'aura pas trop à attendre avant d'avoir la suite. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, non, la phrase, en fait, je l'avais vu passer, effectivement, elle est drôle dite comme ça. C'est en fait que le premier, c'est quand même l'installation de l'univers, Ouais, voilà, donc il reste exactement. beaucoup de choses à faire. Et il a été obligé, je pense, il a été bridé. Donc en fait, c'est plutôt dans le sens où il a fait le 1, il a fait la mise en place des éléments de l'univers de Dune, du roman de Frank Herbert. Et dans le 2, du coup, on espère que ce sera le cas, hein, il sous-entend qu'il va se lâcher. Et moi, j'ai envie de voir un Denis Villeneuve qui se lâche, parce que j'adore ce qu'il a fait, Ouais, mais il est toujours il dans la faudrait qu'il se retenue. lâche un peu. Ouais. Voilà, donc si effectivement il est en train de nous dire qu'il va se lâcher et qu'il va y aller à fond, tant mieux. Ça serait son premier vrai blockbuster d'action finalement quand il regarde. Après, à part Sicario. Oui, c'est ça. Donc ça peut être vraiment pas mal à voir. On t'a jamais demandé ton avis du coup Alice parce que tu n'étais pas là à l'époque donc on ne pouvait pas te demander ton avis. Mais as-tu apprécié Dune? Complètement, ouais, j'ai adoré. Plus le temps avance et plus je l'adore en fait ce film. C'est-à-dire que je suis sortie de la séance, j'ai fait ouais, cool, ok. Comme j'avais dit, pour moi j'ai eu l'impression d'avoir vu un Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. C'est-à-dire j'ai dit exactement la même chose en sortant de la salle. Voilà, qui est long, qui pose les bases. On sait ce qui nous attend derrière. On te tease, oui, on te tease le méchant. Donc ouais, t'as une grosse scène d'action. Donc je me suis dit ouais d'accord, bon j'ai vu un Seigneur des Anneaux, première partie, ok, cool. Donc comme j'adore vraiment la trilogie Seigneur des Anneaux, dans la trilogie c'est les 2 tours mon préféré. Je me suis dit à mon avis les 2 tours ça va envoyer du pâté. Donc si il a mon avis, il doit avoir le même délire. C'est-à-dire que bon, ok, j'ai fait mon film, le premier, ok, bon, le 2 maintenant, allez, on lâche les chevaux et puis en avant Guingamp, quoi. Après, l'annonce, elle est tombée, je suis, ah putain, trop bien. Parce que là, au bout de 6 semaines, on est à 2,8 millions d'entrées en France. Ouais, donc on est quand même sur du lourd. Sur 3 semaines aux États-Unis, on est à 69 millions. De dollars. 69 millions d'entrées. Non, pas de recettes, d'entrées. D'entrées? Ouais. Apparemment, ce serait d'entrée. Ouais, on serait, nous, sur 2,8 millions d'entrées. C'est fou qu'ils comptent en entrée. D'habitude, s'ils comptent en millions de dollars. Ah, alors j'ai dû me tromper. En France, en tout cas, moi j'ai entrée. Peut-être que ça doit changer. Ouais, non, en France, on compte en entrée, il n'y a pas de souci. On est à 2,8, on va bientôt atteindre les 3 millions. Après, c'est possible, hein, mais je sais pas, je connais pas la population aux États-Unis. Alors ça doit être 69 millions. Je sais pas. Sur le sujet que moi, donc ça doit être 69 millions. Non, mais après, c'est possible. En fait, si tu veux, tu dois avoir raison, ouais, c'est sûr. Bon, écoute. Ouais, dans tous les cas, ils ont fait assez. Moi, je les veux bien. Après, s'ils veulent me les donner et puis pas faire de deux, dans tous les cas. Non, mais ça explique en fait ce qui explique pour moi le succès et j'en suis très content, c'est que il y a un côté surprenant pour une grande partie du public, c'est que c'est à la fois un blockbuster dans le sens où on entend Marvel, etc. et en même temps un film d'auteur et un film avec une valeur esthétique qui est très différente des films popcorn. Et du coup, le public qui découvre ça, il y a suffisamment de choses accessibles pour que ça fasse le travail. Et c'est en même temps la force et la faiblesse. Pour moi, les défauts, et quelques petits défauts, parce que le film, je l'adore, mais il n'est pas parfait, parce que justement, Villeneuve, il est dans cet entre-deux, où il veut à la fois aller à fond dans son style, mais en même temps fidéliser une audience qui est un peu plus large que celle qu'il a d'habitude, et il réussit ce pari puisque à peu près tout le monde, même si voilà, il y aura des avis plus ou moins
négatif, mais globalement c'est un succès en salle et tout le monde est un peu surpris de ce qui se passe. Donc pari gagnant pour Villeneuve. Et on a hâte de voir en tout cas la sortie Blu-ray 4K full making of HD+ qui vont nous pondre et qu'on pourra repasser sur notre télé Avec en attendant. d'ailleurs, espérons-le, qu'elles seront dedans. Alors je pense qu'elles y seront en mode scène coupée, mais il y a plein de scènes qui ont été coupées dans la première partie de Dune, qui se concentrent sur les personnages secondaires. Et moi, une des critiques que j'ai faites en ayant lu le début du roman, c'est que les personnages secondaires, comme Gurney Halleck, comme Tufir, qu'on voit très peu à l'écran, qui finalement sont remplaçables, ou voire pas différenciables entre eux, il y a toutes les scènes qui manquent, qui sont en fait coupées. Donc en réalité, le défaut de personnages pas assez approfondis pour les personnages secondaires, hein, j'entends, parce que les personnages principaux sont travaillés, en fait, elle n'a pas de valeur, puisqu'il a tourné ces scènes-là, mais il a décidé de les couper. Alors décider, est-ce que c'est lui ou les studios, ça on ne sait pas. Il n'est pas partant pour une director's cut, mais peut-être que dans le Blu-ray on aura une petite surprise, donc espérons qu'on aura accès à ces scènes. Oui, en espérant que ça a été mieux coupé que la barbe de Jason Momoa du coup dans le film, puisque la moitié du film il n'a plus sa barbe, tout ça parce qu'il veut protéger les océans. Quelle idée. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour des news et c'était fort sympathique de parler de tout ça, et puis on va rentrer dans le vif du sujet puisque nous allons parler film d'horreur. Pour vous expliquer du coup, Halloween Kills est sorti il y a quelques temps maintenant, quelques jours, et on l'a vu normalement tous les 3. Oui, on l'a vu tous les 3. Et non, je l'ai pas vu, ah non, toi Halloween tu l'as Kills. pas vu. Oui, c'est ça. Toi t'as vu le 2018. Mais Voilà. voilà, ouais, ok. Donc on va essayer de... Je voulais De utiliser ne pas Halloween. tout te spoiler. Voilà, on va pas tout te Oui, spoiler. allez, c'est pas grave. Voilà, mais non, en tout cas, on Pour va. moi, en tout cas. Je pensais utiliser Halloween en fait comme, on va dire comme point central et puis diverger un petit peu sur le reste. Dans tous les cas, comme Exeter, on va commencer par toi et tu nous as préparé un petit billet qui nous explique un petit peu la genèse du film d'horreur et de l'horreur en général. On va te laisser commencer par ça, je pense, et ensuite on va parler du thème en général et de ce que ça a apporté dans notre cinéma à nous. Qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, c'est très bien, ça me va. Eh ben allez, vas-y, je t'en prie, commence et puis on continuera. Ok. Alors, le film d'horreur. Le film d'horreur, c'est un genre dénigré par certains, adulé par d'autres. Si vous faites une tier list, c'est à la mode en ce moment, ou un classement des genres cinématographiques, il y a de fortes chances de le trouver soit tout en haut, soit tout en bas selon vos interlocuteurs. Le cinéma d'horreur a donc mauvaise réputation, mise en avant d'une violence semblant gratuite, mais aussi de certains fétichismes. C'est aussi le genre de film où vous risquez de tomber sur une bande d'ados mal élevés vous gâchant la séance de cinéma. Et ça, c'est du vécu, et je pense ne pas être le seul. Un public qui n'est là que pour frissonner, sursauter ou rigoler devant ces films, et non comprendre les thématiques profondes qui font la véritable richesse de ce genre cinématographique. Le genre horrifique, c'est quelque chose qu'il est difficile de délimiter, tellement il englobe des choses variées, mais je vais prendre la catégorisation du réalisateur Michael Armstrong, qui a été également reprise par Philippe Rouillet, que vous connaissez peut-être un petit peu plus dans l'Hexagone. Et cette catégorisation se fait avec 7 types d'ingrédients qui servent de base aux films d'horreur. On a tout d'abord les morts vivants, l'occulte, les tueurs psychopathes, les métamorphes, par exemple les loups-garous, on pourrait dire, les créations de l'homme, telles que Frankenstein, la revanche de la nature, donc c'est tout ce qui concerne les animaux monstrueux, hein, que ce soit par exemple le requin dans les dents de la mer, les piranhas, voilà, c'est des animaux, des choses qu'on trouve dans la vie réelle, mais qui vont se venger et représenter un petit peu la revanche de la nature, ou encore, enfin, les monstres de l'espace. L'horreur est souvent mêlée au fantastique, l'ASF ou le genre policier, mais il a surtout pour volonté, puisque je dis l'horreur, volonté première de provoquer la peur et la révulsion. Si on veut une définition simple, on va dire que le genre horrifique, il a pour but de faire soit peur, soit nous révulser. L'origine du cinéma d'horreur, elle remonte à 1896 avec Georges Méliès et Le Manoir du Diable, mais c'est avec le cinéma expressionniste allemand qu'il va véritablement prendre forme, notamment par 2 films que vous connaissez peut-être, qui est Le Cabinet du Docteur Caligari et ensuite Le Nosferatu de Murnau, inspiré du roman Dracula de Bram Stoker. Je vais faire un bond parce qu'on va pas tout détailler, mais je vais passer directement dans les années 30 avec les productions Universal Monsters qui mettent en scène les figures principales de l'horreur que sont Dracula, Frankenstein, la momie, la créature du lac, le loup-garou
ou encore L'Homme Invisible. Après une période creuse, les studios de la Hammer relanceront les monstres à nouveau dans les années 50, puis le cinéma d'horreur va évoluer progressivement vers des œuvres plus ancrées dans le monde contemporain. En résultent des films cultes comme Psychose ou Rosemary's Baby. Entre les années 70 et aujourd'hui, je vais avancer encore plus vite, le cinéma d'horreur n'a cessé d'évoluer, jonglant entre ses figures emblématiques aux multiples adaptations, remakes et suites, ainsi que de nouvelles idées et discours incarnés notamment par des cinéastes tels que James Wan ou Jordan Peele. Je n'ai pas passé en revue les multiples sous-genres du cinéma d'horreur, car nous y serions encore dans une demi-heure, et je pense qu'il est maintenant temps pour nous d'échanger sur notre rapport avec ce cinéma. Oh, mais quel beau billet. Et j'ai quand même des chroniqueurs à la pointe, hein. Moi, j'adore vous laisser On parler. prend notre travail au sérieux ici. Hein. Ah, mais oui, bah beaucoup plus que moi apparemment, parce que je prépare beaucoup moins les émissions que vous. Moi, je gère juste le segment principal et après vous gérez tout le reste. Déjà avec Jeff, là, il y a 2 semaines, qui nous avait fait un superbe billet sur Squid Game. Ah oui, j'ai écouté ça. Vous m'épatez vraiment. Eh ben, écoute, merci beaucoup. C'est un super bon résumé. Ça va nous permettre d'avoir, on va dire, une très bonne base pour tergiverser, on va dire, sur ce sujet si large et si peu connu de notre part finalement, parce que Alice et moi, on n'est pas des grands fanas du film d'horreur en général, même si on en a vu certains. On en parlait justement en off tout à l'heure. On en a vu quand même quelques-uns. Alors on n'en a pas vu beaucoup, comparé aux fans, on va dire, de ce genre-là qui est si vaste, mais on en a vu quelques-uns et on va pouvoir en discuter. On parlait d'Halloween tout à l'heure. Et j'avais donc une question pour toi. Je trouve ça très intéressant de partir sur le slasher, parce que c'est un genre qui pour moi est le plus difficile à appréhender, non pas parce que j'en ai peur, mais parce que je n'en comprends pas les codes. J'ai du mal à comprendre la profondeur en fait d'un slasher, et on va parler donc d'Halloween de 2018 ainsi que d'Halloween Kills qui est sorti il y a quelques jours. Est-ce que, en dehors d'un renouvellement et du jeu des codes du slasher en général, est-ce qu'il y a une profondeur en fait dans ces films-là? Alors, est-ce que il y en a pas d'habitude? Est-ce que je ne l'ai pas vu cette fois-ci? Ou est-ce qu'il n'y en a pas cette fois-ci? C'est ça la question que je te pose par rapport à ces 2 derniers films de 2018 et de 2021. Alors en fait, le slasher, c'est quelque chose justement dont Halloween a un petit peu été le précurseur, on pourrait dire, même s'il y a d'autres films avant qui mettaient déjà ça en scène. C'est quelque chose qui est plus ancré dans la réalité et la fascination du tueur. Il y a cette fascination pour les tueurs en série dans la société qui existe aujourd'hui, hein, toutes les émissions sur les crimes, etc. Et on a lié ça au cinéma pour en créer voilà, ce type, le slasher, qui effectivement, dans son fond, est loin d'être le cinéma le plus intéressant, voire même c'est le moins intéressant, puisque le slasher, dans le fond, c'est juste un tueur qui a parfois des raisons d'être tueur. Par exemple, dans Vendredi 13, Jason a des raisons de l'être, on nous explique son background en quelque sorte, alors que dans Halloween, pas du tout. Alors si, il y a une petite explication vite fait, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que Michael Myers, c'est le mal incarné. Point. Et le film va s'engouffrer, les suites vont s'engouffrer totalement là-dedans. Autant il y a une petite subtilité, un petit doute, est-ce qu'il est humain ou pas? Autant au fur et à mesure des suites, quelle que soit la période, puisque Halloween c'est un gros bordel en termes de compréhension de l'univers, parce qu'il y a des multiples reboots et timelines. Mais effectivement, je comprends ton ressenti, puisque dans le fond, c'est pas vraiment intéressant, et c'est sur la forme que ça va vraiment se différencier, et que Halloween notamment est considéré comme un chef-d'œuvre pour beaucoup de gens, même au-delà du genre horrifique. C'est pour cette association entre les images et la musique de Carpenter, et l'utilisation voilà des plans, la démarche du personnage. C'est quand même quelque chose de très esthétique. C'est esthétiser la violence davantage que d'y apporter un fond. On n'est pas du tout dans la nouvelle vague, on pourrait dire, de Jordan Peele ou même de Ari Aster avec Hérédité ou Midsommar, où là il y a un véritable fond qui prime pas forcément sur la forme, parce que la forme est très importante, là où un slasher, ça reste quand même des tueries plus ou moins sanglantes. Alors dans Halloween, ça va, et ensuite, au fur et à mesure que le temps avance, la violence va prendre le pas, l'extrême violence, la mise en scène des meurtres devient le truc important. Donc si ce n'est pas ce que tu recherches, forcément que le slasher n'est pas fait pour toi. Halloween, ça va, mais après, quand on arrive à Vendredi 13, à Freddy, et surtout Scream, qui va aller un peu plus loin, c'est vraiment la mise en scène des meurtres, hein, et c'est pour ça que le public dont je parlais
le public jeune qui est intéressé par la violence se complaît dans le slasher, alors que c'est pas forcément le style de film horrifique qui est le plus intéressant pour moi. Eh ben, ça répond complètement à ma question, et ce qui va nous permettre de partir du coup sur l'autre thème dont je voulais te parler, et c'est vers toi Alice que je vais me tourner. On va parler de nos premières aventures marquantes avec le film d'horreur, et ça va nous permettre de justement, encore une fois, de créer des liens et de tisser ce sujet. Quel est ton souvenir le plus marquant, ton premier souvenir le plus marquant avec le film d'horreur? C'est L'Exorciste, mon premier souvenir que j'ai en Ah oui. film d'horreur. Je l'ai vu, j'étais petite, et pour faire une histoire rapide, en fait, moi, le film d'horreur, c'est vraiment le genre cinématographique que j'aime le moins, et surtout le paranormal. C'est vraiment une peur viscérale, tout simplement parce que vers 6-7 ans, j'ai fait ce qu'on appelle une paralysie du sommeil. Donc pour ceux qui connaissent pas, ça se caractérise par le fait que nous sommes sur le point de s'endormir ou de se réveiller, et que consciemment on est dans l'incapacité en fait d'effectuer tout mouvement. Et à cette immobilisation sont couramment associées des hallucinations, soit auditives, sensitives ou visuelles, et il y a aussi des impressions d'oppression, de suffocation et de présence maléfique. Et moi, ça m'est arrivé, donc gamine en fait, je rêvais, je sais pas moi, comme tout gamin, de sortir, machin, et en fait j'ai eu ouais, je me suis réveillée, mais j'étais encore dans mon rêve. C'est super bizarre en fait à expliquer. Il y a un documentaire, pour ceux que ça intéresserait, je sais pas où on peut le trouver, mais ça s'appelle The Nightmare. Ouais, voilà, c'est The Nightmare, donc c'est un documentaire sur la paralysie du sommeil, et bon, un documentaire horrifique, hein, forcément. Et du coup, le sous-genre paranormal, pour moi, c'est vraiment une peur, mais atroce. J'ai une angoisse, avant de voir le film, déjà, je me mets dans une angoisse, et une fois que le film est lancé, c'est horrible. Et donc, j'ai fait cette paralysie du sommeil, et derrière, j'ai vu L'Exorciste, peut-être 3-4 ans après, et alors là, c'était l'horreur. Pour moi, quand j'ai fait ce truc, pour moi, j'étais en mode... j'étais possédée, en fait. Je me suis dit, c'est pas possible. Donc du coup, L'Exorciste, ouais, gros traumatisme. Et sinon, vraiment, la pire de mes séances au ciné, parce que L'Exorciste, c'était passé, je m'en rappelle, à l'époque où il n'y avait que la chaîne Canal, en première partie de soirée, en plus. Donc ma sœur, elle qui est friande des films d'horreur, elle a regardé ça, mais elle, comme elle regarde un dessin animé. Et moi, j'ai voulu faire ma grande. Non, non, moi aussi, je peux regarder, je suis une grande. Oui, bien sûr. Eh ben, voilà. Trauma à vie. Et sinon, ma séance ciné, c'était Conjuring 1. C'était l'horreur. Dès l'intro du film, j'avais déjà les yeux fermés, les oreilles bouchées. C'était catastrophique. La nuit, j'ai pas dormi, sueur froide, j'entendais des bruits de partout. Enfin, c'était horrible, 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 horrible. Il a fallu 2 semaines pour que je m'en remette. Mais, pour le coup, après, j'ai dit à tout le monde, ce film est excellent. Et excellent pour que j'ai peur comme ça me fasse un tel choc. Ouais, j'ai eu trop peur. Et je l'ai recommandé à tout le monde, pour le coup. Parce qu'une fois digéré, ben, c'est bon, je vois la mise en scène, la musique, le ci, le là. Mais pour moi, le film d'horreur du genre paranormal, quoi qu'il se passe, j'ai peur, je suis pas bien. Donc, c'est vraiment pas... c'est même pas plaisant, en fait, pour moi de regarder ça, parce que voilà, je vais pas revoir la mise en scène, ça c'est bien fait, ça c'est pas bien fait, bon, ça c'est déjà vu, oh. Non, c'est vraiment, j'ai peur du début à la fin, et point final. Ouais, je comprends. C'est vrai Voilà. que c'est un genre qui est assez compliqué à appréhender. On va aller vers toi, Comic Sitter. Qu'est-ce qui t'a amené, quelle a été l'expérience qui t'a amené à aller vers le film d'horreur? Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois? Et pourquoi tu l'apprécies autant? Je saurais pas dire exactement comment j'y suis arrivé. Je pense que je suis ouvert à beaucoup de choses. J'ai toujours été très curieux, donc j'ai découvert plein de genres cinématographiques. Mais le genre horrifique, c'est quelque chose sur lesquels je tombais sur un film de temps en temps, mais sans vraiment m'y intéresser plus que ça. C'est vraiment finalement depuis une dizaine d'années, un peu moins de 10 ans, où vraiment j'ai commencé à m'y intéresser un peu plus et aller voir tout ce qui se fait.
parce que moi j'ai grandi quand même dans les années, on va dire que j'étais enfant dans les années 90, donc ado dans les années 2000, et les années 2000 c'est tout ce que je déteste dans le cinéma, c'est-à-dire l'ultra-violence, l'ultra-jumpscare, des films vides, et donc moi quand j'étais ado, je n'allais pas au cinéma voir les films d'horreur, tout le monde disait ouais on va voir le nouveau Paranormal Activity, ou je sais pas, le nouveau... le nouveau, c'était quoi à l'époque? C'était The Ring, non, plutôt à l'époque? Non, il y avait Destination Finale. Voilà, Ah je oui. cherchais ce genre de film. Voilà, avec les multiples suites. Et moi, ça m'intéressait pas du tout parce que c'était juste de la mise en scène des morts avec voilà des jumpscares, etc. Et je trouvais pas ça intéressant. Donc pour moi, le film d'horreur, et je comprends que beaucoup de personnes aient cette image négative, c'était ça. Et je me suis dit quel est l'intérêt d'aller voir ça, des gens qui se font tuer, du sang partout, des sursauts, parce que moi j'appelle ça des sursauts, hein, j'appelle pas ça avoir peur. Avoir peur, c'est quand il y a moi j'ai vraiment peur quand j'ai une ambiance, c'est-à-dire qu'il se passe rien, mais que j'ai peur alors qu'il se passe rien parce qu'il y a une ambiance et pas parce que d'un seul coup on fait boum avec un sound design où on va mettre le volume à fond alors que c'est pas comme ça dans la vraie vie et il n'y a pas un bruit quand quelque chose apparaît. Donc ça j'ai horreur de ça. Et c'est en découvrant des films un peu plus anciens, des films cultes, hein, que j'ai commencé à devenir amoureux de ce genre cinématographique. Et pour revenir sur ce qu'Alice disait, en fait, effectivement, on a plus ou moins une tolérance par rapport à notre histoire, par rapport à notre capacité à sursauter ou ce qu'on a vécu. Et donc moi, je dirais que quand on n'a pas envie d'avoir vraiment trop peur ou qu'on n'aime pas l'extrême violence, le cinéma d'horreur, il est bien entre les années 30, donc dans les débuts, jusqu'aux années 60. Dans les années 60, ça commence à devenir violent, ça commence à vouloir faire peur d'une manière vraiment, on rentre dedans. Là où les films, et j'en ai vu pas mal jusqu'aux années 50, 60, c'est des films, on est dans la suggestion. Si vous prenez les premiers films d'horreur, même les films de l'Universal, les films de monstres, vous sursautez pas, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de violence, et ça se finit même bien pour les films d'Universal avec Dracula, Frankenstein. C'était toujours le but, c'était de pas choquer le public et que le monstre, puisque c'était le monstre, hein, comme l'étranger, comme l'être imparfait, ou l'autre, devait à la fin mourir ou être vaincu. Donc dans ces films-là, il y a toujours une good ending, une bonne fin, où Frankenstein, on a réussi à le battre, où tout le monde est content. Donc ces films-là, ils se prêtent bien à un public plus jeune, ou un public qui aime pas trop avoir peur justement. Quand quelqu'un se dit tiens j'ai envie de voir un film d'horreur, mais je veux pas flipper tout du long, je vais pas proposer d'aller voir Ring, je vais proposer plutôt d'aller voir La Féline, que j'ai découvert il y a pas très longtemps, qui est un film qui fait pas du tout peur, qui est tout dans la mise en scène, ou d'aller voir justement les films des années 30, de Dracula, de Frankenstein, qui sont extrêmement beaux, très gothiques dans leur design, hein. Mais voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire sur le cinéma d'horreur. Moi, j'adore le fait que ce soit très 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 euh, diversifié, même si comme Alice, moi j'ai beaucoup de mal avec le cinéma surnaturel, parce que justement c'est le genre qui se prête le plus au jumpscare, au bout, on voit rien parce qu'il fait noir, parce qu'il n'y a jamais de lumière, et ça m'énerve. Donc voilà, après, il y a des gens qui adorent le cinéma surnaturel, donc il en faut pour tous les goûts. Mais moi, c'est le genre justement que j'aime pas du tout. Ça et le style de, comment ça s'appelle, quand on fait avec la caméra, Ouais, le le fan found footage, footage, voilà. ouais. Le found footage, pareil, ça me donne envie de dormir ou de me barrer parce que c'est pas beau du coup esthétiquement. Et le but c'est juste, tu tournes la caméra, il y a un truc, ah bouh, t'as sursauté. Donc voilà, tous ces films-là, ça me dérange, mais par contre, quand c'est beaucoup plus esthétique, comme le Giallo, comme même Halloween de Carpenter, parce que pas la suite, c'est pas la même chose, mais où il y a vraiment une esthétique, une utilisation de la caméra qui est là c'est très intéressant. Et voilà, je trouve que c'est même l'un des genres les plus intéressants et les plus créatifs, avec la science-fiction également. On a, alors moi je me souviendrai toujours parce que bon, justement pareil, je suis pas très fantastique. On a le film de Guillermo del Toro, Crimson Peak. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je trouve que pour l'utilisation du fantastique et le rapprochement de l'horreur, on est sur un film très esthétique qui manie les couleurs avec vraiment précision. On peut juste lui reprocher peut-être un scénario un petit peu creux, mais par contre au niveau de l'esthétique, j'ai rarement été aussi impressionné. Sans avoir de jump scare à proprement parler, on a une ambiance très pesante dans le film qui permet quand même d'avoir une bonne appréhension
du film fantastique horrifique. Et voilà, souvent je le conseille quand les gens ont un peu peur de ce genre de film, mais qui veulent quand même essayer de rentrer dedans, parce que je trouve que ça se regarde quand même assez bien et c'est assez joli à regarder au final dans son horrible esthétique. Ouais, je suis D'accord. d'accord. C'est un film pareil, je le regarde, je fais ça va, ça va. Ça va, Là, ça voilà, va, ça fait pas trop c'est peur. ça. Et comme disait Comic Eater, en fait, c'est vrai que le jumpscare était vraiment arrivé au début des années, ou fin des années 90, début 2000. C'est vraiment, c'était que ça, que ça, que ça, que ça. Et franchement, moi, tu me fais boue, ben, j'ai peur, en fait. Je suis à l'inverse. Bah, voilà, c'est J'aime logique qu'on sursaute. mais oui, mais au bout d'un moment, en fait, ça me gave. En fait, c'est ça, si tu me fais peur, ok, je sursaute, 2 fois, 3 fois, et au bout d'un moment, en fait, ça me gonfle. Putain, mais essaye de me faire peur autrement. Alors, ce qui est arrivé à faire pour moi, c'est encore subjectif, hein, Conjuring, parce que je trouve que en ayant vu a posteriori plusieurs autres films d'horreur qui rentrent dans la catégorie horreur, mais qui ont différents sous-genres, Conjuring pour moi avait réussi un peu à renouveler, c'est-à-dire bon, ok, on connaît tous les maisons hantées, bon, et là où James Wan je trouve a été fort, c'est bon, je vais prendre une maison d'horreur, je vais prendre une famille, tous les codes qu'on connaît, mais je vais le faire différemment et je vais te faire peur différemment, et je trouve que ça fonctionne, même si il y a du poltergeist, même s'il y a de l'exorciste, même s'il y a un peu ci peu ça, mais il a fait à sa patte et je trouve que c'est super bien fait pour le coup. Donc oui, il y a des jumpscares, mais je trouve qu'il n'y a pas, c'est pas la majorité du film. Là où par exemple il y avait Scream, où il y avait, je me souviens de l'été dernier, enfin tous ces films qui sont arrivés après en 2000 et qui étaient vraiment basés sur une catégorie ado, quoi, parce que c'était avec des ados pour des ados. Voilà. C'est un peu comme le film, on en parlait là il y a 2 semaines, les films tirés de jeux vidéo, qui en ce moment ont une nouvelle vague en fait de réalisateurs qui ont joué aux jeux vidéo, qui l'ont apprécié, et qui en connaissent les codes et qui savent les traduire pour le cinéma. Et donc on arrive sur un film d'horreur en fait où les réalisateurs ont vu des films d'horreur, ils savent les codes, ils les connaissent par cœur, ils savent ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne plus, ils savent ce qui a été apprécié par le spectateur et ce qui ne l'est plus, et ils arrivent à jouer avec ça maintenant pour créer un renouveau dans le film de genre, dans le film d'horreur, pour justement créer la surprise chez des spectateurs blasés. Et c'est vrai que ça c'est hyper intéressant à regarder. On avait Jordan Peele qui crée à lui tout seul en fait un genre particulier, c'est le film d'horreur avec des acteurs noirs qui prennent comme base des problèmes sociaux connus de cette société-là, et ça permet encore une fois un renouveau du genre, de se sentir concerné non plus juste pour avoir peur, mais aussi socialement, et qui est quelque chose de beaucoup plus profond dans le film qu'on est en train de regarder. Oui, Moi, c'est effectivement. un genre moi, que j'adore. Il y a une série qui s'en rapproche un peu de Get Out et de Us. C'est Them. Them, ouais. Voilà. Je pense que j'en avais parlé là, il y a 2 semaines. C'est un peu dans le même délire. Et franchement, ouais, c'est une série, 10 épisodes. Mais il y a un épisode vraiment en particulier qui est vraiment en noir et blanc, qui traite un peu le background du pourquoi l'esprit est là. Mais il n'y a pas de jumpscare, il y a rien. C'est vraiment, comme disait Comic Eater, c'est vraiment un truc d'ambiance. Et en vrai, et en sachant plus que c'est du réel, mais là, enfin, moi, j'étais en flippette. Je me dis, bah, c'est un truc de fou. En fait, c'est un truc de fou. On vit un peu chacun, on va dire de son côté, même si on est réunis via Internet. On se dit, oh non, ça va, des fois, oh, ça va, si on regarde pas trop les infos, c'est bon, c'est un peu le monde des bisounours et tout. Et après, quand on voit des trucs comme ça, je me dis, mais non, quand même, c'est sérieux. Et moi, ça m'a vraiment foutu, les jetons. Je me dis, putain, mais en fait, c'est horrible. C'est horrible. On traite certaines horreurs qui a eu par le passé, par certaines, comment je vais dire ça, par certaines catégories de gens, et il y a d'autres catégories qui ne sont jamais évoquées. Et là, de voir ça, on se dit, ah ouais, d'accord, ok, ouais, ça fait peur. En fait, ça fait peur, le réel fait peur, finalement. Il n'y a pas besoin de mettre des esprits ou des tueurs en série, je pense qu'on en a assez, on en voit tous les jours. Mais là, de mettre quelque chose, voilà, qui touche à un genre racial en plus, enfin, moi, je sais que j'étais abasourdi, quoi, par cette horreur, vraiment. Et choqué, en plus. Comic Eater, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, je suis d'accord avec vous. En fait, Jordan Peele, il apporte ce côté
film d'horreur politique, on pourrait dire, et social, qui est assez intéressant, même si l'horreur de base, de toute façon, véhicule des choses. Alors plus souvent, c'est basé sur la sexualité, sur la femme et le féminisme, qui a été vraiment le thème principal des films d'horreur en réalité, et également la famille, souvent, notamment sur le film surnaturel. Ça va toujours être une métaphore de la famille. Vous prenez des films comme Mister Babadook, la famille est toujours au centre de l'horreur. Et comme tu disais, les slashers, c'est finalement à cause de Carpenter et de Halloween, mais surtout de Wes Craven, qui a ajouté ce côté sanglant, ce côté screamer et ce côté jumpscare, que on se retrouve après avec un film où le fond est moins intéressant. Et vous parlez des acteurs récents, James Wan, lui, c'est plutôt dans le style qu'il est intéressant parce qu'il a digéré les codes de l'horreur et que c'est quelqu'un qui gère sa mise en scène. Il suffit de voir les suites en fait, puisqu'il a fait plein de sagas, que ce soit Insidious, Conjuring. Quand c'est pas lui qui fait la suite, on le voit tout de suite. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec James Jumpscare, on se retrouve avec une mise en scène qui est pas bonne, avec une photographie qui est pas super, parce qu'ils ont pas le talent de James Wan. C'est comme n'importe quel genre cinématographique. S'il y a un bon réal derrière, ça devient intéressant. Et l'autre acteur dont on parle pas mal, c'est Ari Aster, avec Hérédité et Midsommar, qui sont des films que moi, j'ai moyennement apprécié parce que j'ai pas totalement adhéré au fond, mais par contre il y a un fond effectivement qui est présent, des thèmes qui sont abordés, et il y a surtout une esthétique qui est là, qui est vraiment digne de films d'auteur au-delà de films de genre, clairement. Midsommar, là, esthétiquement, il est absolument dingue. J'ai mis Ah, énormément le esthétiquement temps. c'est dingue. C'est fou, c'est fou. Il y a une, comment dire. Il arrive à poser une ambiance hyper pesante. J'ai trouvé qu'il y avait un petit peu trop de ralenti dans le film, mais en dehors de ça, les décors sont absolument dingues, la colorimétrie est folle, comment dire, les croyances insérées dans le film sont vraiment flippantes et justement, comme tu disais, il n'y a pas de jumpscare, mais l'ambiance est si pesante avec des musiques si joyeuses par rapport à l'action, par exemple, qui est complètement à contre-pied ou ce genre de choses. On a peur en permanence pour tous les personnages parce que dès les premières minutes, on sait qu'il va y avoir un drame et sans forcément avoir des jumpscares ou voilà, en essayant de nous faire peur simplement en nous gardant, nous faisant garder à l'esprit qu'il va se passer un drame en fait. Mhm. C'est Et vraiment, Ari vraiment bon. Aster, c'est un réal, alors moi que j'apprécie moyennement, c'est-à-dire que j'ai plus aimé Midsommar que Hérédité. Alors moi franchement Hérédité j'ai vu que ça allait parler entre guillemets d'esprit, je me suis dit oh là là ça va être l'angoisse à regarder, et ben en fait je me suis tapé des barres tout le long. J'étais vraiment bon, la gamine ce qui lui arrive, le garçon qu'à un moment il fait je sais pas, on dirait qu'il a une crise d'épilepsie dans sa salle de classe. J'ai fait mais qu'est-ce que c'est ça? Enfin moi j'étais mort de rire tout le long, je me suis dit bon, ok, je pense que j'ai digéré le film d'horreur du coup, mais celui-là, vraiment, mais des barres de rire tout le long. Et Midsommar, alors j'ai pas tellement aimé. Alors le côté que ça soit en plein jour, j'ai adoré le concept, mais vraiment. Et j'ai trouvé ça, moi, ouais, oppressant. Je me suis dit, putain, mais jamais ils vont sortir de là, mais jamais ça s'arrête, en fait. Et c'est ça le truc. Je me suis pas prise d'affection pour les personnages, franchement. Je me suis dit, bon, ben, tant pis pour vous, les gars, voilà. Mais C'est fait pour en même temps. ouais, oppressant. Oui, ouais, ouais, je sais pas. Moi, je l'ai trouvé la nana. Oh là là. Et Moi je elle, je en suis fait. d'accord avec toi, les films de d'Ari Aster, moi j'ai le même ressenti que toi, c'est-à-dire que devant Mm, Hérédité, je l'ai vu il y a 2 jours, et ouais. j'étais en facepalm constant en mode mais c'est ridicule. Mm, Donc d'un point de vue subjectif, après voilà, c'est purement subjectif, c'est moi qui le ressens comme ça. ouais, Midsommar, ouais. pareil, j'ai pas du tout accroché, j'ai dit mais c'est complètement con. Mais par contre, objectivement, il a une idée derrière la tête, il a un Ouais. scénario qui est bon, une direction d'acteur qui est vraiment bonne. Esthétiquement, c'est cadré à la perfection. Il y a toujours des idées. C'est pas au hasard qu'il filme tel élément, tel élément. Voilà, donc objectivement, c'est très très bien. Après, subjectivement, bah moi, ça me parle pas. Je trouve ça un peu ridicule. Mais de la même manière qu'il y a plein d'autres choses que je trouve ridicules, quoi. Donc, la mise en scène, elle est super bien. Mais franchement, sur moi, ça a pas accroché. Je pense que son film n'est pas pour moi. Voilà. J'en ai vu 2. Si sur les 2, au bout d'un moment, ça accroche pas, peut-être le Comme troisième, mais c'est un auteur, donc en fait sa proposition, elle est vraiment tellement, il va à fond dans son truc que soit on oui, oui. adhère, soit on n'adhère pas. C'est ça le Oui, ben truc. voilà, Et mais après, comme on d'autres. parlait Hein. d'Aronofsky,
c'est pareil, c'est un cinéma très Ah, voilà, métaphorique. moi j'adore. Il y a voilà, moi par exemple, j'accroche pas du tout. Mais quand je vois ces films, je me dis, ok, il sait ce qu'il fait, c'est Mhm. super beau, il sait où il va, mais moi, c'est pas pour moi. Voilà, Voilà. Oui. donc vraiment, ça veut pas dire qu'on n'aime pas ces films, du moins, on n'aime pas ce film-là, mais ça veut pas dire qu'on trouve qu'ils sont mauvais pour autant. Non, voilà, c'est sûr. C'est la Moi je différence entre partage. j'aime pas et c'est pas et c'est de la merde, quoi. C'est Voilà, vraiment Voilà, c'est ça. Il y a exactement. des films, c'est de la merde. Pour moi, je suis désolé, il y a un minimum d'objectivité, il y a des trucs où je suis capable de dire c'est de la merde. Et si on me dit non, bah explique-moi pourquoi c'est pas de la merde. Mm, Mais mm. par contre, là, ces films-là, que ce soit Ari Aster ou Aronofsky, c'est pas possible pour moi, même si on a détesté, de dire que c'est de la merde. C'est pas possible. Ouais, complètement. On parlait de ridicule tout à l'heure, et j'aimerais revenir là-dessus parce que je trouve que ça fait partie de enfin, c'est un avis totalement subjectif justement. Je trouve que ça fait un petit peu partie de l'équation en ce moment, justement pour revenir et on boucle la boucle avec Halloween, où j'ai trouvé que dans Kills autant que dans le 2018, il y a des éléments en fait imposés au ridicule qui, alors, soit pour détendre l'atmosphère, soit pour rendre les personnages plus humains, qui de temps en temps font leur apparition, comme bah, je disais, voilà, dans le 2018, à un moment, une jeune femme se fait tuer dans les toilettes publiques, et en essayant de fuir, elle se cogne la tête contre les WC, et on la voit se tenir la tête en mode mais j'ai trop mal à la tête alors qu'elle est en train de fuir un tueur. Pareil, de la même façon, dans Kids, un des personnages meurt parce qu'il se prend la portière de la voiture dans le pistolet, ce qui lui fait retourner le pistolet et elle appuie sur la détente sans le faire exprès et elle meurt de cette façon-là. Est-ce que le ridicule fait partie du genre, tu penses, ou est-ce que c'est les réalisateurs actuels qui essayent de détendre un petit peu l'atmosphère de leur film déjà très lourd au niveau de l'ambiance? Je pense que c'est un choix parce que le ridicule, il est pas forcément présent. Il arrive encore une fois dans cette période des années vraiment 90-2000 où le ridicule et la blagounette arrivent comme dans tous les styles. C'est pas quelque chose qui tient spécifiquement au cinéma d'horreur. On prend les films de super-héros, les blockbusters, les polars. Il y a la blague. Il faut toujours faire une blague. On a l'impression aujourd'hui, alors que ça s'y prête pas forcément. J'avoue que dans le 2018, que j'ai revu à la baisse en l'ayant revu hier, il y a vraiment, c'est pas comparable avec le tout premier de John Carpenter. Effectivement, il y a un côté où on veut retourner dans cette ambiance-là oppressante, mais on va décrédibiliser ça avec la petite blagounette. Dans Kills, ça m'a limite moins dérangé puisque il va à fond dans son délire, c'est-à-dire qu'au moins Kills, j'y suis allé, au bout d'un moment j'ai compris ce qui allait se passer dès le début, entre Mmh. guillemets. Je me Mmh. dis d'accord, on part sur un gros délire, c'est-à-dire que là on désactive le cerveau et c'est parti, c'est l'éclate, Michael Myers il va s'amuser. Donc ça passait plus à partir du moment où je me suis dit bon bah tu veux faire ça, ok, va à fond dans ton délire, au moins je sais où tu vas. Mais quand c'est, comme tu le dis, la petite blague qui n'a pas sa place, c'est un peu plus dérangeant et c'est pas quelque chose qu'il y a dans l'histoire à la base dans le film d'horreur. Le film d'horreur, il se prend quand même relativement assez au sérieux à la base. On prend les premiers films en noir et blanc, même Nosferatu, on va pas s'amuser à faire des blagues. De toute façon, il n'y avait pas forcément, c'était muet au début, donc on pouvait pas trop s'amuser à le faire. Mais euh, mais voilà, l'humour, le mélange humour-horreur, c'est quelque chose ouais, qui se fait un peu plus aujourd'hui. Et je comprends qu'on soit un petit peu dérangé par ça. Moi, pour rebondir, j'ai trouvé moi de l'humour dans le premier Halloween. Ah, il y en a aussi, hein, effectivement, mais plus Euh, fin, moi, je trouve. ouais, je sais pas. Je sais pas. En fait, d'avoir vu plein de films avant d'avoir vu Halloween, j'ai retrouvé effectivement énormément de codes. Je veux dire, bon, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça, mais parce qu'on en a tellement vu et que tellement de films ont repris les codes de Halloween, qui fait partie des premiers slashers, tu te dis, bon, ok. Mais moi, j'ai trouvé des passages mais vraiment drôles. En fait, ce film, j'ai vraiment adoré et j'ai vu Scream hier pour la première fois. Ça y est, je grandis, j'arrive à voir des films d'horreur. Et mais pareil, Scream, je me suis. Alors déjà, t'as plein de références, donc j'ai adoré le concept. Mais pareil, il y a des jumpscares, donc j'ai sursauté, mais il y en a pas tant que ça. Il y a de l'humour. Et Halloween, à un moment, tu vois, comment elle s'appelle, Laurie Strode, qui dit aux deux gamins, mais vous inquiétez pas, il est parti et tout. Et tu le vois lui derrière en train de monter les escaliers. Mais moi, j'étais plié en deux. J'ai fait oui, bien sûr, il est parti. Oui, il est mort. T'as raison. Et l'autre, il est derrière en train de monter les escaliers. Et pareil, elle est à la fin, elle en peut plus, elle est en PLS.
Elle se dit, bon, ça y est, c'est terminé. Et l'autre, tu le vois, il se relève et tout tranquille. Il arrive derrière elle. J'étais pliée en deux, encore une fois. Donc, je sais pas. Est-ce que c'est le fait d'avoir vu plein de films après et d'avoir vu un des premiers films d'horreur qui fait que, finalement, moi, je vois des allusions comiques? Je sais pas. En tout cas, Ah moi, non, en fait, voilà. c'est effectivement l'abondance, vu qu'Halloween a servi d'inspiration à tout ce qui va suivre après. Le fait de l'avoir vu finalement après, bah, c'est souvent le cas, hein, les œuvres finalement précurseurs ou les pionniers, on les voit généralement après avoir vu toutes les autres, tous les contemporains. Ça explique pourquoi quand on arrive sur ce premier film, il paraît un petit peu soit plus fade, soit on rigole parce qu'on s'attend à tout ce qui se passe parce que vu que tous les Ouais. autres l'ont copié, quand on regarde l'original, bah on sait à l'avance puisque bah, l'original il va pas nous surprendre puisque c'est lui qui l'a fait en premier. Et c'est pour ça que Scream est intéressant parce que il reprend les codes, mais justement pour s'en amuser. Et du coup, bah il est Oui, extrêmement jouissif à suivre parce que oui, oui. Scream, si on n'a pas les codes, bah c'est intéressant, je trouve à suivre parce que moi la première fois où j'ai vu Scream, j'avais pas les codes et j'ai apprécié. Et quand on a toutes les références, tous les codes, bah c'est encore plus drôle à suivre et plus Ah intéressant oui, parce qu'on se dit ah carrément. oui alors là il y a la référence ah, là, il y a telle musique, ce qu'ils sont en train de regarder à la télé, ça correspond à Ouais. tel film. Et puis là, ils font pareil que dans tel autre film. Et du coup, voilà, Scream est super en tant que tel, mais du coup, il a apporté aussi cet humour. Il a marqué entre guillemets l'humour qu'on retrouve dans Halloween. Il l'a utilisé pleinement en se moquant un petit peu de lui. Ouais. Et derrière, bah, tous les autres vont s'engouffrer dans la brèche et mettre cet humour non-stop dans les films, quoi. Après Halloween, je l'ai pas trouvé ni mauvais ou quoi. Franchement, je l'ai adoré. De toute façon, je l'ai préféré à 2018, ça c'est sûr. Et par contre, après, je sais pas si Freddy, j'en ai vu. Alors, j'ai vu le remake. Alors, est-ce que c'est un remake? Est-ce que c'est une suite? Je sais pas. Bon, la dernière en date. Et franchement, je me Un rappelle même remake, plus. si ils ont fait un remake assez affreux, effectivement, Voilà. pas du Après, tout je me dis, intéressant. est-ce que les premiers, parce que je vois le personnage Freddy, je le vois tellement faire des vannes, en fait, à certains moments, que je me dis que peut-être il y aurait aussi de l'humour dans les premiers Freddy. Il y a eu pas mal de Oui, mèmes créés autour Freddy, de Freddy, mais c'est vrai que ça, enfin, la version d'origine était assez Excellent. drôle. Elle s'amusait Ouais. justement oui, oui, des rêves des c'est gens. déjà très cartoonesque, hein. Ouais. Et puis il est dégueulasse, hein, Oui. il fait des allusions salaces aux filles, etc. On est déjà, en fait, vraiment, Halloween, c'est le premier qui est tout en retenue, malgré qu'il y ait de l'humour, qu'il y ait du sang aussi un petit peu. On commence à voir justement ce tueur, hein, c'est le premier slasher qui va vraiment, voilà, tuer des gens à l'écran, voilà, on le voit, même si c'est pas ultra gore. Et après, quand on arrive déjà à Vendredi 13 et Freddy, Nightmare on Elm Street, on est déjà dans l'excès, dans cet excès de drôlerie, d'injures, de côté sale aussi, on est déjà là-dedans. Parce que Mhm. c'était de l'expérimentation aussi. Enfin, là, ils s'amusaient avec des caméras comme les premiers blockbusters, comme E.T. ou Les Dents de la Mer sont encore Ouais, des ouais, ouais. références aujourd'hui parce que à chaque fois que ces réalisateurs-là ont tenté quelque chose, ils ont sorti de l'or et on en parle encore aujourd'hui. Donc forcément, ça ne peut qu'être sans forcément dire les meilleurs, ça reste les références les plus solides qu'on puisse avoir sur chacun de ces genres-là. Donc, Ces films-là dont on parle de la fin des années 70, ils sont aussi beaucoup plus réalistes. C'est pas des slashers, oui, Mm. c'est pas du surnaturel. Alors, il y a une partie surnaturelle à l'intérieur de ces films-là, hein, que ce soit Shining, que ce soit Rosemary's Baby. Mais en ah, mais fait, ce qui compte l'exorciste, il est à finalement, fond, c'est hein. l'exorciste, mais c'est surtout réaliste. En Mm. tout cas, au départ, c'est fantastique pour le coup, on pourrait dire. Et c'est le fond qui est important, c'est que derrière ça se cachent des questions. Par exemple, la question de la maternité et de la femme dans Rosemary's Baby. Si on prend Shining, en tout cas le film, qui est très différent du livre de Stephen King, c'est pour ça qu'il l'aime pas, c'est que là, ce qui compte, c'est un petit peu l'image du père. C'est pas du tout la même chose que dans le roman, en fait. Ce qu'on voit là, il devient fou progressivement et on se pose des questions sur ce qu'il a pu faire à Danny quand il était plus jeune, etc. Ce qu'il bat sa femme, voilà. Il y a tout un tas de choses qui font peur parce que justement c'est réaliste entre guillemets davantage que de mettre des fantômes et puis on le voit quoi dans Rosemary's Baby il y a une histoire de sorcière mais à aucun moment tu vois des potions magiques ou des sorcières sur un balai avec des chapeaux voilà. Je vous propose de boucler ce magnifique sujet qui, à mon avis, pourrait encore durer des heures, en me donnant vite fait, sans trop d'explications, votre
top 3 des films que vous pensez être pas les meilleurs, mais subjectivement, voilà, les films que vous préférez, votre top 3 des films d'horreur, tout genre confondus. Si vous pouviez me donner ça vite fait, je sais, je vous prends un petit peu au dépourvu, mais finalement, ça peut être un bon exercice quand même. Comic Eater, à ton avis? Je dirais le Dracula de Coppola. Oui. Parce que c'est une adaptation incroyable. C'est artistiquement, esthétiquement, c'est dingue. Euh, Il y a plein de références à tout ce qui s'est passé. Et puis c'est assez accessible, même s'il y a un petit peu, ouais, il y a un petit peu de sang, mais c'est pas un film. Si on est un peu flippette, franchement, ça passe. Oui. Dracula, Ah non, à part ouais, certaines scènes, voilà. Ensuite, pour quelque chose de beaucoup plus léger, finalement, Gremlins de Joe Oui, Dante, effectivement, ouais. qui est à la fois un film de monstre et un film de Noël et une critique du capitalisme. Il y a tellement de choses que c'est un film que j'adore, qui me faisait peur enfant, hein, parce que je l'ai découvert enfant, parce que les Gremlins, quand ils sont transformés, ils sont pas très jolis quand même à regarder. Et en troisième, je dirais Suspiria. Et Le là, c'est un premier petit ou peu le plus... remake? le premier, j'ai pas vu le remake, j'ai toujours pas vu le remake, il faudrait que je le voie. Mais l'original, ouais, pour moi, c'est un bijou d'esthétisme, encore une fois. D'autant qu'aujourd'hui, je fais beaucoup plus attention, on en parlait avec David dans une émission il y a un petit moment déjà, que je fais davantage attention maintenant à la mise en scène, davantage qu'au récit, même si moi, pour moi, s'il n'y a pas de récit ou que le récit ne plaît pas, ça va me bloquer. Et voilà, un film comme Suspiria, même Dracula, tous, hein, Gremlins, les trois que j'ai cités, il y a quand même une patte, une esthétique et une mise en scène qui est là, qui va rattraper au final un scénario qui serait un petit peu moins fort. Mhm. Et en premier... Non, là tu m'as... Oui. Ah oui, le premier Ça y est, j'ai Suspiria. donné les Ouais. trois. Voilà, fait. Donc en un Dracula, en deux Gremlins et en trois Suspiria. Et toi, Alice, du coup? Alors, je dirais en 3 Conjuring 1. Parce que vraiment, il m'a fait peur pour le sous-genre surnaturel. Ouais, je dirais Conjuring 1. Après, je dirais en 2... alors, plus parce que je les ai aimés que parce qu'ils ils m'ont fait peur. Mais en 2, je dirais La Mouche. C'est un Ah genre qu'on oui, n'a pas Ouais, évoqué. bien vu. Ouais. Le gore et le body Le horror. body Donc, horror, le ouais. body horror. Mm. voilà, donc avec les sauts, comme tu disais, comme Exeter, les destinations finales que moi j'ai adoré parce que justement ça fait pas peur, c'était gore, donc je me dis bon. Et en fait, je me sentais pas touchée là où le surnaturel, ça peut arriver, n'importe qui finalement, du moment que tu es chez toi, bam, ça peut t'arriver. La destination finale, il faut que vraiment, tu aies les éléments contre toi, enfin bon, bref. Donc ouais, La Mouche en 2 et en un je dirais Get Out. Ah oui. Vraiment parce que ouais, il m'a fait vraiment flipper. Je me suis dit oh là, je ne fais plus confiance aux gens qui boivent du thé. Donc partant de là, ouais, Get Out, moi je l'ai trouvé, c'est complètement un autre genre et c'est pour ça que je l'ai aimé. Et pour son côté, son histoire et cette thématique sociale qui sont derrière. Et est-ce que tu préfères Get Out à Us? Parce que moi, je suis moyennement fan de Get Out, qui m'a un petit peu laissé sur ma faim. Je me suis dit, bah ok, tu me dis ton discours, j'ai compris, mais ton film, à part ça, il me transcende pas. Là où Us m'a davantage transcendé parce que le fond était présent, encore une fois, le discours politique, mais qu'en Ouais. plus, sur la forme, il allait beaucoup plus loin, je trouvais. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Ah, j'aime bien les deux. C'est deux films sur le fond similaires, mais entre guillemets sur la forme complètement différents. Donc Hmm, oui, Us m'a fait plus peur que Get Out, c'est sûr. hmm. Mais ouais, non, j'ai une petite préférence pour Get Out quand même. Ouais, je me posais la question parce que souvent je vois justement dans les films, même les films des années 2010, hein, parmi les meilleurs films, Get Out ressort souvent et, Oui. euh, et Us moins. Et alors que moi, pour le coup, j'ai davantage préféré le second que le premier. Alors à Us, c'est vrai que sa fin, je pense que c'est là où les gens ont lâché en se disant mais pourquoi, c'est Ah, quoi le il est, délire. ouais, bah, Voilà, je pense je que c'est ça, pense que c'est c'est que là où, ouais, tu le vois, 2 est un peu plus cryptique et effectivement, voilà. là où moi, Get Out m'a un petit peu laissé de marre parce que je le trouvais peut-être trop simple et Mm. trop clair, il y avait pas Oui. moins de subtilité. Us, j'étais, voilà, forcément, je me suis dit, ah ouais, donc là, ça veut dire ça, ça veut dire ça, et Ouais, du coup, ouais. j'ai adoré, quoi. Un peu comme Mother pour Aronofsky où il y a plein de choses, et Oh là là, voilà, je trouve ça très intéressant. moi,
gros œuvres de Darren Qui Aronofsky. est C'est ma d'ailleurs dernière horrifique claque aussi, au hein. cinéma. Oui, ça Oui, reste un tout film à fait, d'horreur, oui, tout bien à sûr. fait. Bah écoutez, merci beaucoup. Ce sujet aura été un peu plus long que la moyenne, mais en tout cas, on aura appris beaucoup de choses. Alors, on a à peine effleuré, bien sûr, le genre. Hein. On n'a pas parlé, on a très peu parlé de la SF. On Je pourrais a, vous en parler pendant 2 heures encore. voilà, Ah oui. on a très peu parlé du drame horrifique. Il y a énormément de sous-genres et de genres dont on pourrait parler. Mais je trouvais ça intéressant de parler plutôt de la genèse de nos expériences de films d'horreur et peut-être de reprendre un peu le sujet un peu plus tard dans l'année pour essayer d'enfoncer un peu le clou et d'en dire un petit peu plus sans forcément rappeler les bases à chaque fois. Mais voilà, je trouve que c'est une bonne entrée en matière, surtout qu'on est assez proche des fêtes d'Halloween, etc. Donc voilà, ça permettra de se donner un dernier frisson si des gens ont une watchlist un peu vide au niveau des films d'horreur. Et pour faire vite fait, moi en top 3 je mettrais Conjuring, en top 2 je mettrais Crimson Peak, et en premier... J'hésite un peu, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais je sais qu'à l'époque il m'avait assez traumatisé, Sinister, que j'avais trouvé vraiment assez sympa à regarder, voilà. Mais Oui, très malaisant. il était très malaisant, voilà, donc je l'avais vu en salle, ce qui est le cas de très peu de films d'horreur, donc voilà. Et ben écoutez, merci beaucoup. On va calmer un petit peu l'ambiance, on va revenir sur quelque chose de moins malaisant et de moins horrifique, puisqu'on va passer à nos tops. Et hormis celui d'Alice, on va peut-être commencer par toi, histoire d'enfoncer complètement le clou. Hormis celui d'Alice, je pense que les autres tops vont être un petit peu plus safe. Mais du coup, Alice, toi, tu voulais nous parler de Hold, le dernier M. Night Shyamalan dans tes tops. Oui, oui, j'ai adoré. J'ai adoré, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu du vrai M. Night Shyamalan, en fait. Où il fait ce qu'il a envie. J'ai pas senti comment dire, la pression des distributeurs derrière ou même des producteurs. des producteurs. Ouais, voilà. J'ai pas senti ça sur lui. Il a voulu faire le film qu'il a voulu. Il nous avait sorti quand même quelques bouts avant, donc c'est vrai que j'y suis allée en reculant. Alors je conseille pas de voir la bande-annonce. Si c'est fait, Ah bah, je je suis pense que désolée. la plupart des gens ont vu Mais quand même la bande-annonce. ouais, mais pour ceux qui veulent le voir, enfin pour ceux qui veulent le voir, franchement regardez pas la bande-annonce avant. Laissez-vous porter et franchement ce film il est juste mais génial quoi. Ça. C'est le but de chaque Shyamalan aussi. Hein. Ouais, mais là vraiment on revient dans ses premiers films et ça fait vraiment du bien de revoir Shyamalan comme ça quoi. Je l'ai pas vu moi. Hall, tu l'as vu toi, Comic Sitter ? Je l'ai vu, effectivement, et je l'ai plutôt apprécié. Alors je l'ai pas non plus ultra apprécié. Je suis pas voilà au niveau d'un Incassable ou d'un Split, mais je trouve que par rapport effectivement à des films un peu récents de Shyamalan où c'était un peu décevant, ça se passait plutôt bien. Effectivement, j'avais vu la bande-annonce avant, donc ça gâche quand même une grosse partie de la surprise, Ouais, parce que c'est un film qui fonctionne par son concept, comme souvent avec ouais. Shyamalan, vous direz. Et effectivement, ne pas voir la bande-annonce, et du coup, on raconte pas, si jamais vous l'avez pas vu, de quoi ça parle, parce que vous devez découvrir par vous-même. Moi, j'avais vu la bande-annonce et je m'étais dit, comment est-ce qu'il va faire, en juste un film plutôt court, en plus, qui n'est pas très long, réussir son concept, parce que ça me semblait impossible. Je me suis dit, ça va pas aller. Et au final, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. C'est pas parfait, ça part à toute vitesse, je trouve, mais je me dis par rapport à l'idée de base, de toute façon, il pouvait difficilement faire mieux en 1h50 de film, à peu près. Et du coup, je trouvais qu'il a plutôt bien réussi. C'était un bon moment de cinéma, même si voilà, je vais pas en garder non plus un souvenir impérissable. C'est-à-dire que là, ça fait quand même quelques mois. Je me souviens qu'il existe, mais c'est pas un film qui va non plus me marquer. Mais à découvrir, effectivement. Oui, c'est vrai que ça va vite, les bases se posent vite et la fin se termine vite, mais c'est plus le concept qui est fort en fait dans ce film. Eh ben très bien. Je vais parler de mon top parce que je pense que le top de Comic Sitter va amener débat. Donc je vais commencer par mon top. Je vais vous parler de Délicieux, qui est un film que j'ai regardé donc récemment en salle, qui est toujours d'ailleurs disponible en salle, mais à mon avis pas beaucoup parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti maintenant. Qui nous raconte l'histoire d'un cuisinier du coup qui travaille chez un duc en 1789 et qui après avoir été on va dire maltraité par des gens congédié voilà, il est maltraité par des gens de la cour du roi et du coup il est congédié par le duc qui l'emploie
et il se retrouve à devoir aller vivre dans la maison de son père, une vieille bicoque voilà, qui se situe un peu plus loin, et il va devoir retrouver le goût à la vie et le goût à la cuisine en créant tout simplement, c'est pas une grosse surprise, mais le premier restaurant. Donc voilà, à la base de la Révolution française, il y avait la base de la Révolution culinaire française également. Donc c'est un très joli film avec Grégory Gadebois et Isabelle Carré qui jouent tous les deux très très bien, qui vont très bien ensemble, je trouve, en tant que couple dans ce film. Donc voilà, on passe un très bon moment, j'ai pas vu le temps passer, il fait à peu près 2 heures, donc voilà, c'est vraiment un très joli film à découvrir. C'est pas très grave si vous le voyez pas en salle, vous pouvez le découvrir bientôt à mon avis sur Canal ou même quand il passera à la télé. Ça peut être quand même sympa de le voir quand il passera à la télé, parce qu'il y a quand même une très très bonne ambiance dans ce film-là. Après, effectivement, comme l'a dit Alice dans sa dernière critique, il manque un petit peu de saveur au niveau du scénario, c'est un petit peu creux, on voit les détours scénaristiques, mais voilà, dans l'ensemble, ça se tient quand même très bien, c'est un très joli film. Ah oui, après complètement. Après, vraiment, le petit point noir, moi, que j'ai à lui donner, c'est pour un film qui parle de bouffe, eh ben, en sortant de la séance, j'ai pas eu faim. Ah ben moi, je crevais la dalle. Ah ouais, ben comme quoi, tu vois, ça a Toutes fait partie les sur petites, sur moi. ouais, tu vois, les Moi, petites vraiment. natures mortes de transition et tout à chaque fois sur Ah les oui, tables, oui, étaient oui, très 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 très, très pictural. belles, ouais, très picturales. Et J'ai adoré, ouais, ben justement, mais après, bon, son petit délicieux, j'avais envie de le goûter, ouais, mais par exemple, alors je crois que Tu seras mon fils, je ouais. crois que c'est ça le titre du film. Ça parle de cépage, d'état les gars dans les vignobles, ça boit du vin pendant tout le film. Oh là là, j'avais qu'une seule envie, c'est d'ouvrir une bouteille de vin, j'en pouvais plus. Ou même le film Le Chocolat avec Ah oui, avec Johnny Johnny Depp. Depp, ouais. Mais je tombe la tablette, quoi. C'est horrible. C'est horrible. Et je suis pas sucrée, et le chocolat, j'en mange que pendant les périodes de Noël. Mais ce film, je tombe la tablette, quoi. C'est Et t'as horrible. Et été là, manger un bon, McDo, ben, t'as été manger un McDo après le fondateur? pas du tout. Pas Ah, du tout. dommage. On va clôturer cette émission avec ton top comic sitter, du coup. Tu vas nous parler de The French Dispatch. Effectivement, je vais vous parler donc du dernier film de Wes Anderson. Wes Anderson, vous le connaissez peut-être, puisque ses deux dernières réalisations ont un peu fait parler, ont été plutôt appréciées, puisqu'il a notamment fait réaliser L'île aux chiens en 2018, qui est un film d'animation, ainsi que The Grand Budapest Hotel en 2014. Alors The French Dispatch, c'est un film qui nous parle d'une revue journalistique qui s'appelle Le French Dispatch, dont les locaux sont situés dans une petite ville fictive française qui s'appelle Ennui-sur-Blasé. J'y reviendrai, c'est important. Ah oui. Miroir du Paris des années 60. À la mort de son rédacteur en chef, incarné par Bill Murray, qui a décidé de mettre fin à la publication le jour même de sa disparition, nous allons découvrir le tout dernier numéro du French Dispatch, composé de 3 anciens articles sélectionnés pour être republiés, ainsi que d'une nécrologie. Ce n'est donc pas un récit unique, mais 3 histoires courtes dans lesquelles Wes Anderson va montrer son amour de la France et des mots. Au casting, nous avons Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Jeffrey Wright, Benicio del Toro, sans oublier les habitués de Wes Anderson venant faire simplement un coucou comme Owen Wilson, ou un rôle quand même un peu plus important pour Adrian Brody. Au programme de ces 3 histoires, un peintre psychopathe incarcéré et sa muse, la révolte étudiante de mai 1968, ainsi qu'une affaire de police gastronomique. Alors effectivement, le film divise de ce que j'ai pu voir, tellement il sort des habitudes cinématographiques actuelles et des modèles copier-coller que je ne peux m'empêcher de voir et qui me lassent. Il n'est pas sans défaut, déjà de par sa nature de film à sketch, mais aussi le fait que le style d'Anderson prend le dessus sur le reste. Mais quel style! Art du cadrage, symétrie, couleur, composition et même format de l'image, le film regorge de détails à observer. Au niveau des dialogues, tout est millimétré, on ne s'embarrasse pas de mots inutiles puisque nous sommes dans un article journalistique et le jeu d'acteur est mis en avant. Moi qui ne suis pas un grand fan habituellement de Léa Seydoux, je l'ai trouvé parfaite ici. Personnellement, je vais tenter d'expliquer pourquoi le fait que les 3 récits, écrits par des plumes différentes, aient la même vision, à savoir celle du réalisateur de Wes Anderson, et pourquoi c'est un faux problème qu'il y ait cette même vision. Déjà, ça donne une homogénéité à l'ensemble que je préfère largement à 3 styles totalement différents. Et encore, il y a même l'incursion de l'animation dans le dernier récit. Et puis, lorsque nous lisons un livre ou un journal, peu importe l'auteur, c'est notre imagination qui donne vie aux mots, c'est donc le partage de la vision de Wes Anderson lorsqu'il lit ses articles.
Il serait d'ailleurs intéressant par contre de voir le même film, donc les mêmes récits, faits par un autre réalisateur, qui du coup aurait une vision différente. Aussi, qui dit plusieurs histoires, dit comparaison, et il est vrai que nous allons sans doute trouver inégal l'ensemble. Pour ma part, je trouve le tout plutôt égal, mais le dernier récit est quand même un poil plus faible, je veux bien l'admettre, et il va se rattraper par la séquence d'animation justement, comme si Anderson était conscient qu'il devait ajouter un petit quelque chose pour ce dernier, afin que ce ne soit pas l'ennui. D'ailleurs, le nom d'Ennui sur Blasé n'est pas anodin, car cela va perturber plus d'une personne, mais nous avons vraiment une ambiance blasée et ennuyeuse dans le film, qui fonctionne pour moi à merveille, mais dans un monde hyperactif où des films épileptiques comme Venom 2 trouvent grâce aux yeux du public et où une scène dans un Marvel ne peut rester 30 secondes sans aucun cut, eh bien c'est très risqué de faire ça, et je comprends l'agacement, car Wes Anderson est un orfèvre qui atteint ici pour moi une perfection stylistique qui semblera pour d'autres prétentieuse, voire froide, mais pour moi c'est tout simplement quelque chose qui transpire de poésie et de beauté. Alors je suis loin d'être élitiste, j'adore notamment les films de super-héros, mais il y a quand même un monde entre The French Dispatch ou même Dune de Denis Villeneuve, avec tout ce qu'on a pu voir cette année. Pour moi, ces deux-là donnent une fessée à tout ce qui a été fait cette année, et y compris un cinéma qui est trop occupé à penser message sans aucune subtilité, coucou Titane, que vision artistique, au service de la poésie ou des questions philosophiques, mais ce n'est que mon avis, et il me semble qu'ici, quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, au moins une personne, voire peut-être deux. Alors je vais vous laisser la parole. Laisse-nous la parole après un dialogue aussi bien écrit. Moi, ça va être difficile de trouver des contre-arguments. J'aurais dû mieux me préparer encore une fois. Va vraiment falloir que je prépare mon entrée dans l'arène pour la prochaine Non mais émission. j'avais pas le choix pour ce French Dispatch, vu C'est les vrai, avis, il fallait que je c'est me vrai, défende. c'est vrai. Non, alors, je vais t'avouer que je ne peux pas aller contre toi sur l'idée du style du film, qui est absolument dingue. Là, je peux pas, voilà, on peut pas lutter contre ça. Wes Anderson est un monsieur qui travaille avec un compas, une règle et un équerre sur chacun de ses plans. Et ça se voit en fait, c'est vraiment extraordinaire pour ça. C'est du beau, c'est comme si tu allais dans un musée et que chacun des tableaux était réfléchi au millimètre près, et c'est absolument extraordinaire de regarder ça dans chacun de ces films. Moi, ce qui m'a gêné en fait au plus haut point, c'est que je me suis perdu dans les dialogues. Véritablement, j'ai trouvé que l'image se faisait bousculer par une tripotée de dialogues qui parfois étaient beaucoup trop pompeux pour ce que ça voulait raconter, et par moments j'avais presque l'impression que ça se moquait un petit peu en fait de la France, surtout dans le deuxième récit sur mai 68, où finalement le personnage de la femme, qui semble être un personnage qui doit être mis en avant pour ses qualités, est finalement mis en recul et tombe quand même amoureuse de ce monsieur complètement inutile qui fait un manifeste qui ne sert absolument à rien, pendant que les étudiants se battent à coups d'échecs au milieu des rues au lieu de balancer des pavés. Donc j'ai trouvé ça un petit peu agaçant par moment. Mais voilà, encore une fois, on peut pas lui retirer l'avantage, enfin comment dire, la qualité stylistique du film. Mais malheureusement, moi, les dialogues m'ont complètement bloqué. Il y a des moments où je n'arrivais plus à suivre les sous-titres. J'étais obligé d'essayer de me remettre un petit peu, enfin, je quittais les sous-titres et j'essayais de comprendre un maximum les dialogues directement en version originale, parce que je n'arrivais pas à les suivre en fait. Donc, alors ça dépend, c'est peut-être mes qualités de lecteur qui sont remis en cause à ce moment-là, mais là, personnellement, je trouvais que ça allait un peu vite pour le commun des mortels. Ouais, non mais je comprends. Encore une fois, on parlait de proposition et je trouve que là, il fait une proposition qui du coup, soit on adhère pas. Alors je pense que sur la forme, on adhère tous, mais sur le fond et notre capacité et notre ressenti qui est très différent, c'est est-ce que le fond va être totalement occulté par la forme? Je pense que c'est ce que toi tu as ressenti, c'est le côté bah c'est très très beau, mais du coup ça écrase tout le reste. Ou alors moi, bah, j'ai ressenti malgré tout qu'il y avait quand même un petit écrasement où la forme est tellement supérieure à ce qu'il y a derrière que bah forcément on a l'impression que c'est faible, mais j'ai trouvé une certaine poésie et un certain lyrisme dans la façon de faire, mais qui est une façon spéciale parce que effectivement c'est quand même très blasé ce qu'il fait Oui, là. Les complètement. personnages ils sont blasés, les personnages parlent peu, utilisent quelques mots, ben, à la manière finalement d'un journal en fait, parce que ce que je comprends moi, en tout cas c'est ma vision des choses, c'est que c'est des articles de journaux, des articles de journal, et du coup on va pas s'embarrasser
de plein de choses. Il y a vraiment un style un peu pompeux qu'on peut trouver parfois quand on lit un article de journal, qui est retranscrit ici. Et pour le côté mai 68, effectivement, je pense que c'est voulu, hein, qu'il se moque un petit peu Ouais. de ce mouvement-là. Je pense qu'il veut montrer que voilà, on en fait tout un culte de mai 68, mais qu'au final, bah, c'était peut-être quand même des petits cons, quoi, pour certains. Oui, complètement. On prend le personnage de Timothée Chalamet, voilà, c'est le gars, il joue bien, il est intelligent et tout, mais c'est un petit connard quand on a envie de le Ouais, baffer. c'est clair. Et oui, et du coup, après, la fille aussi, bah voilà, elle a plein d'idées, mais au final, elle tombe amoureuse parce que voilà, la femme, même si elle a des idées féministes, bah, elle peut tomber amoureuse d'un garçon qui va l'opposer de ses valeurs. Ça arrive trop souvent dans la société, on le voit bien. Donc ouais, il y a des choses un petit peu marrantes à ce niveau-là, ouais, effectivement. Je pense que je lui laisserai sa chance en VF. Je pense que pour essayer d'apprécier au maximum l'ambiance et la rythmique du film, étant donné que c'est les dialogues qui m'ont un petit peu rebuté, il est fort possible que je l'apprécie plus, ou que je l'apprécie tout court d'ailleurs, en le regardant en VF, quoi. Pour éviter Mm. justement les sous-titres et de pouvoir apprécier les images telles qu'elles sont, sans devoir insister sur les sous-titres en dessous de l'écran. Puis c'est vrai que le changement, parce que c'est des journalistes donc qui sont américains, le journal est américain, mais ça se passe dans une ville fictive française Mm. et il y a des personnages français et il y a un jonglage entre le français et l'anglais par moment, même avec certains acteurs, qui m'a un petit peu voilà perturbé aussi. Je me suis dit j'aurais finalement, je l'ai vu en VO, mais pour le coup ça se passe en France, j'aimerais bien voilà finalement je le vois en français, tout le monde parle français, c'est réglé. Je pense qu'effectivement en VF c'est déjà un petit peu mieux peut-être pour ce coup-là, hein. D'habitude je vais avoir tendance à dire que la VO c'est mieux, mais là la VF a son intérêt, je pense. Eh bien, merci. Je pense qu'Alice, toi, tu ne l'as pas vu encore. Ben non, on en parlait tout à l'heure, puisque tu n'as pas... Si, tu l'as vu? Si, je l'ai Ah vu. oui, Pas si, tu l'as ça. vu. Ah bah oui, Ah bah si. si, oui, bah oui, c'est vrai, pardon. Excuse-moi, bah, donne-nous ton avis alors, vas-y, Alice. Moi, je suis mitigée. Je suis mitigée dans le sens où j'ai énormément adoré la mise en scène. Donc, comme vous disiez, les plans cadrés au millimètre près. Bon, de toute façon, chaque plan est un tableau. Hein, ça, c'est du Wes Anderson, il n'y a pas de problème. J'ai adoré les comiques de situation. À un moment, par exemple, parler Timothée Chalamet, donc qui veut passer son message par radio pirate. L'antenne ne fonctionne plus et tu vois tout le monde, alors c'est même pas avec les radios, c'est avec les transistors, en train de chercher la station. Il y en a un, il prend le transistor et il tape dessus, quoi, comme on fait tous, comme des bourrins qu'on est. Quand ça marche pas, on tape dessus. Et il y avait plein donc moi je trouvais ça marrant, et il y avait plein de comiques de situation comme ça. Pareil, il dit je suis pas à l'aise avec mes nouveaux muscles, des trucs comme ça. Mais moi j'ai trouvé ça marrant, et il y avait plein de petits trucs distillés comme ça tout au long du film. Donc ce qui m'a permis de moi vraiment tenir tout au long. Alors je l'ai trouvé long. Après j'ai aimé, voilà, ça passe d'un format à un autre, d'images. J'ai adoré. Pareil, le petit dessin animé à la fin, mais j'ai trouvé ça mais genre hilarant. Le gars, il fait tout pour revenir finalement à son point de départ. J'ai trouvé ça mais hilarant et super bien fait. Mais l'histoire de fond, j'ai pas accroché, quoi. Ouais, ben, en fait, on peut le dire, c'est banal, en fait. Oui, L'histoire en Ouais, complètement. non elle-même, mais les trois récits, il y a une sans banalité, forcément que ça soit effectivement. banal en fait, mais ouais, j'ai pas accroché. Je sais pas, peut-être en faire que deux et peut-être un peu plus. Depuis le début, le Oui, c'est journal se ça, veut c'est pas qu'en fait, intéressant, en fait. c'est vraiment trois articles, voilà, et en fait, il se passe rien, quoi. C'est Mm. trois histoires où on utilise les mots et du coup, nous, à l'écran, c'est le visuel pour donner Oui, un minimum d'intérêt, entre guillemets, à ce qui se oui, passe, alors voilà. qu'en réalité, voilà, on pourrait nous le raconter en 3 minutes et c'est réglé, quoi. Il y a Ah quelqu'un, oui, il fait des complètement. tableaux, il est en prison et puis voilà, quoi. Eh ben merci à tous les deux. On va s'arrêter là pour ce soir. On aura quand même pas mal discuté. L'émission est un petit peu plus longue que d'habitude, mais tant mieux. Enfin, en même temps, le sujet était quand même très vaste et les news aussi, finalement, elles amenaient à pas mal de discussions. Ça aurait pu faire un sujet à elle seule à chaque fois. Donc voilà, bah, je vous remercie vraiment. Merci Alice. On te retrouve toujours sur Instagram pour le moment. Puis merci Comic Eater. Tu n'as pas sorti de vidéo toi récemment sur ta chaîne YouTube, si? Non, pour l'instant, j'ai fait une petite pause. Je sais pas quand je reprendrai. Je suis en vacances de, de youtubeur, là. Eh ben très bien, ouais, t'as bien raison. Eh ben écoutez tous les deux, à très bientôt, on se revoit pour une prochaine émission. Vous pouvez forcément nous retrouver sur les plateformes de podcast, Spotify,
Podcast Addict, Apple Podcast, Google Podcast également. Ils ont tous leurs podcasts de toute façon. Donc vous nous trouvez un peu partout. On peut nous trouver également sur YouTube en vidéo. Et surtout, si vous voulez discuter avec nous, si vous voulez nous retrouver sur le Discord, venez nous suivre sur Twitter, @Critflix, et on vous filera le lien du Discord pour venir discuter avec nous directement de cinéma, de télévision, etc., etc. La prochaine émission, on l'espère, le grand retour de David Saint-Nazaire qui nous parlera de la télévision et des programmes de Noël comme il le fait chaque année, depuis 2 ans, puisque ça fait que 2 ans que l'émission existe, mais il le fait chaque année quand même. Donc voilà, on espère qu'il sera là dans 2 semaines pour nous en parler, et puis en attendant, écoutez plein de podcasts, regardez plein de films, et puis on se revoit très bientôt.